Donc, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour la 6e édition de notre meeting Parlons d'argent. Parlons d'argent est notre rencontre mensuelle pour échanger sur un thème de finances personnelles en vue d'enrichir notre communauté, l'école de la bourse. Donc, pour ce mois d'octobre, 15 octobre, nous allons discuter sur les arnaques. Comment identifier une bonne opportunité d'investissement et en même temps éviter les arnaques. Je vais vous partager 4 clés, 4 critères que j'utilise personnellement pour pouvoir me retrouver lorsque vous m'appelez, parce que vous le faites souvent, me présenter des opportunités. Cette fois-ci, je vais vous présenter les clés avec lesquelles je vous réponds et on va discuter ensemble. Donc, quand je dis on va discuter, ce que j'attends, c'est que vous puissiez partager des expériences d'arnaque que vous avez vécues et qu'on va revisiter sous le prisme de ces critères-là. Premier critère, c'est le modèle économique. On peut l'exprimer aussi en termes de comprendre le business qui vous est soumis. Généralement, quand quelqu'un se présente à vous avec une opportunité d'investissement, les éléments qu'on met en avant, ce sont les retours sur investissement, sous forme de taux par exemple, et les délais qui sont rattachés. Donc, on explique le business, pas forcément avec tous les détails qu'il faut, et on vous dit, tu vas gagner, je raconte n'importe quoi, 100% chaque semaine. Et je pense que vous allez vous rappeler que vous retenez plus le 100% chaque semaine plutôt que le modèle économique du business. Ça, c'est une erreur que vous faites. Pourquoi je dis c'est une erreur que vous faites? Parce qu'en tant qu'investisseur, vous devez bien comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que en tant qu'investisseur, vous gagnez de l'argent à travers la rentabilité économique de l'actif ou de l'activité dans laquelle vous vous engagez. Pour nous qui sommes en bourse, une entreprise travaille, gagne de l'argent. Chaque année, on appelle ça son bénéfice. Et c'est à partir de ce bénéfice-là qu'elle nous rémunère, donc nos dividendes. Pour ceux qui sont dans le transport, un taxi travaille chaque jour, chaque semaine, il gagne de l'argent. Et c'est à partir de ce qu'il gagne qu'il vous verse votre quote-part. Donc, à chaque fois, un investisseur est rémunéré sur la base de la rentabilité d'un actif ou d'une activité de laquelle il s'est engagé. Donc, votre fameux RSI là, il n'est pas garanti dans le sens où il est là, il attend, il est plutôt subordonné à la bonne exécution d'une activité, au bon fonctionnement d'un actif. Donc, vous devez à chaque fois vous interroger et bien comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe et est-ce qu'au final, ça peut générer la rentabilité qui est attendue. Et c'est si ça peut générer cette rentabilité que vous, par derrière, votre rémunération en tant qu'investisseur sera garantie. Donc, comme je disais, l'un des problèmes, c'est que vous ne faites pas cet exercice critique-là. Vous écoutez un peu superficiellement. Bon, en gros, j'ai compris à peu près ce qu'ils font. Mais bon, j'ai compris surtout que ça me rapporte 100% par semaine. Donc, moi, c'est ce que je retiens. Et comme vous l'avez compris, euh, au final, ça ne vous rapporte pas 100% par semaine. Au final, quand vous finissez de mettre votre argent, vous vous retrouvez devant de nouvelles réalités qu'on ne vous avait pas présentées. Et c'est à ce moment-là, malheureusement, que vous commencez à réfléchir. Et vous dites non, mais pourquoi pas? Donc, pour rendre ce cas assez concret, je vais vous prendre un exemple réel qu'on a eu il y a 1 an à l'école de la bourse. Il y a une page qui avait copié l'école de la bourse en termes de logo et en termes de nom. Donc, elle s'était présentée comme l'école de la bourse en termes de logo et en termes de nom. Et elle invitait les gens à investir en bourse par son biais. C'est vous-même, en tant que membre, qui nous avez signalé ce problème. On a pris connaissance du problème. On a vu que c'était des arnaqueurs. On a fait signaler la page et tout ça. On a porté plainte à la police de lutte contre la cybercriminalité. Et par la suite, la page a disparu et tout ça. Comment est-ce qu'on a fait pour savoir que c'était des arnaqueurs?
comme je dis, par la connaissance du modèle économique. Je vais vous dire leurs promesses d'investissement et je vais vous demander donc justement, comme un exercice, de trouver l'anomalie. Ils proposaient aux gens d'investir 50 000 francs à la BFM et de gagner 100% en une semaine. À partir de la formation que vous avez reçue, pour ceux qu'on a déjà formés, qu'est-ce que vous en pensez d'une structure qui vous propose d'investir une certaine somme à la BFM, 50 000 ou autre chose, et qui vous promet un RSI de 100% par semaine? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole pour me donner son avis? C'est comme une étude de cas qu'on va faire. Bonjour, bonsoir à tous. Je voudrais Bonsoir, dire que si madame c'est Kwao. voilà, si c'est dans le cas de la bourse, c'est pas possible d'avoir, bon, je peux dire c'est possible comme pas possible. Mais dans leur cas, je m'explique. Je dis c'est pas possible dans la mesure où on a des investissements de rente et de croissance. Si c'est par rapport à un investissement de rente, c'est pas possible parce que c'est, comme on appelle ça, les dividendes se donnent annuellement. Donc, à moins que ça soit une semaine, par exemple, du partage du bénéfice que tu es rentré, là, tu as bénéfice, tu vas croire que tu as eu des bénéfices. Et qui dit que ça sera à 100%. Donc, maintenant, dans le deuxième cas, si c'est un investissement de croissance, bon, peut-être tu peux avoir une opportunité, mais c'est pas sûr que c'est à 100% que tu auras le capital que tu auras investi. Donc, bon, quand je regarde l'un dans l'autre même, c'est pas possible. Bon, pour moi, hein, C'est possible ou c'est pas possible? Votre conclusion, c'est c'est quoi? pas possible. C'est pas possible. Voilà. Et vous avez argumenté, votre argumentation est très juste sur l'investissement de rente, mais elle est floue encore sur la croissance. On donne la parole à la deuxième personne. Quand tu peux intervenir? Oui, allez-y. D'accord, moi-même, à première vue, je dis que c'est pas possible parce que à la BRVM, il y a des acteurs. Donc, pour investir, il faut passer par des acteurs reconnus, des SGI. Déjà, à première vue, ils ne sont pas une SGI. Donc, je ne sais pas comment, par quel canal, ils vont passer pour faire le placement de l'argent pour que l'argent puisse même produire des bénéfices. Donc, déjà, à ce niveau, pour moi, ça ne valait même pas la peine d'essayer. Pour moi, mais ça s'arrête déjà là. Vous pouvez être affilié à une SGI. Nous, par exemple, on n'est pas une SGI, on est affilié à une SGI. D'accord. En fait, vous n'avez pas encore trouvé pourquoi c'est pas possible. Vous sentez que c'est pas possible, mais personne n'a encore trouvé pourquoi c'est pas possible. Bonsoir, coach. Bonsoir, Madame Bouffe Véronique, allez-y. Et joyeux anniversaire avec un jour de retard. Merci, coach Brice. Donc, moi, je dirais par exemple qu'à la bourse, quand on achète une action, c'est 3 jours après déjà qu'on a l'action dans son portefeuille. Donc, on ne peut pas la vendre le même jour. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, à la bourse, l'action ne peut varier que de maximum de 7,5% par jour. Donc, sur une semaine, elle ne peut varier que maximum 3,7%. Donc, on ne peut pas faire du 100% en une semaine sur la bourse. D'accord. Donc, effectivement, c'est cet argument-là qui est, comme ça s'appelle même, qui est le plus important. L'argument sur le délai de livraison, là, pourquoi il ne pose pas de problème? Parce qu'ils ont dit une semaine. Ça veut dire qu'ils peuvent toujours revendre en une semaine. S'ils achètent quelque chose lundi, ils peuvent toujours sortir vendredi. Mais le vrai enjeu ici, c'est comment. Donc, c'est l'argument même qui vaut. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est que vous voyez, ça c'est un petit cas. Ça, c'est même pas, on n'est même pas allé loin. Et vous avez dû vous mettre à 3 pour vous rendre compte que c'était des escrocs. Alors que la cause, elle est claire. 7,5% par jour. Donc, 5 jours, ça fait 37,5. Ça ne fait pas 100. Et c'est ça qui, dès que le gars m'a dit ça, j'ai dit, mais c'est n'importe quoi, en fait, ça ne marche pas. Voilà. Dès que tu m'as dit que tu investis sur la BFVM et tu fais 100 en une semaine, dès que tu fais ça, c'est faux en même temps. Mais pourquoi? Parce qu'on connaît le modèle économique qui sous-tend les investissements de la BFVM. Donc, parce qu'on connaît le modèle économique, on peut rapidement
se rendre compte que le gars qui face à nous raconte des bêtises. Donc, est-ce que vous comprenez la clause du modèle économique? C'est pour vous de dire, si je dois investir dans le transport, il faut que je comprenne comment le transport fonctionne à titre ordinaire. Je dois investir dans les cryptos, il faut que je comprenne comment les cryptos fonctionnent à titre ordinaire. Je dois investir dans l'agro-business, il faut que je comprenne comment l'agro-business fonctionne à titre ordinaire. Je prends un exemple, un peu tiré par les cheveux, hein, mais pour que vous voyez, nous, on est en Afrique, on connaît comment le manioc fonctionne. Le manioc, quel est le délai, le cycle pour le manioc? Est-ce que quelqu'un peut le dire? 6 mois. 6 mois, voilà. Donc, imaginez-vous un Africain cause avec un blanc en Europe là-bas et puis dit que non, moi je suis un planteur de manioc. Machin, tu investis chaque 3 mois, je te donne ton argent. Si c'est nous là, on va voir les problèmes. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas familier au manioc, il va se dire pourquoi pas. Genre, ça tient la route. Alors qu'en fait, ça ne tient pas la route. Donc, voici comment la clause du modèle économique fonctionne. Je dois comprendre comment l'activité fonctionne à la base avant d'aller mettre mon argent dedans. Je dois comprendre la rentabilité normale de l'activité avant d'aller mettre de l'argent dedans. Donc, est-ce que pour le modèle économique, ça va? Est-ce que pour le modèle économique, ça va? Oui, coach, pardon, il faut reprendre la raison pour laquelle 100% là, c'est faux là. Non, en fait, la BFM par jour de cotation ne peut progresser que de 7,5%. Et l'immonte en partie ne peut progresser que de 7,5%. Ne peut progresser que de 7,5%. Donc, si on prend 5 jours de cotation, ça fait 37,5%. Donc, quelqu'un qui met son argent à la BFM à titre ordinaire, s'il tombe sur une valeur qui progresse au maximum chaque jour pendant 7 jours, il ne peut gagner que 37,5%. Maintenant, ça c'est dit. Et puis quelqu'un vient vous dire, donne-moi ton argent, je vais mettre ça à la BFM et toi, tu vas gagner 100%. Est-ce que vous voyez un peu le problème en fait? Le marché support sur lequel tu m'envoies là, toi-même, tu ne peux pas faire plus de 37 par semaine. Comment se fait-il que tu pourras gagner quelque chose qui te permet de me donner 100%? Est-ce que vous comprenez mieux? Oui, j'ai compris. Merci, coach. Voilà. Donc, voilà un peu le premier point concernant le modèle économique. On va passer au deuxième point concernant l'historique de rentabilité. L'historique de rentabilité consiste à appréhender quoi? Depuis combien de temps la structure exerce et réalise les rendements ou les revenus et sur la base desquels justement elle s'engage auprès de nous à nous rémunérer ce qu'elle nous rémunère, ce qu'elle nous propose, ce qu'elle se propose de nous donner. Pourquoi on étudie l'historique de rentabilité? Parce que on doit pouvoir, quand on investit, et je ne vous apprends rien, appréhender les risques et la rentabilité des actifs dans lesquels on s'engage. Donc, ce n'est pas juste la rentabilité, il y a aussi le risque à prendre en compte. Et l'un des éléments pour appréhender le risque, c'est depuis combien de temps tu fais ce que tu fais et qu'est-ce que ça génère. Et c'est dans la mesure où tu fais ça depuis un certain temps et que tu es capable de dégager une certaine rentabilité que tu vas maintenant venir vers moi pour me faire une promesse en termes de RSI. Donc, le cas le plus simple que je peux vous donner, c'est le cas de Warren Buffett. Warren Buffett a une entreprise qui s'appelle Berkshire Hathaway, qui est sur le marché américain depuis au moins, je crois, 50 ans. Berkshire a une performance en bourse qui oscille autour, c'est une moyenne qu'on donne de 20% par an sur 40 ans. Donc, quand tu prends le portefeuille de Berkshire Hathaway, il a dégagé une rentabilité de 20% par an en moyenne sur 40 ans. Ça, c'est dit. Imaginez, ça c'est vraiment de l'imagination, hein, ça ne va pas vous arriver, que Warren Buffett vous contacte. On ne sait jamais, mais bon, ça c'est très peu probable. Et vous dise de venir investir dans son entreprise et qui va vous donner du 15% par an. Est-ce qu'à partir de l'historique de rentabilité, vous êtes confortable ou sceptique
dans sa capacité à vous donner le rendement qu'il vous propose. C'est pour ça que je vous disais que cette fois-ci, je n'ai pas fait le parlant d'argent en termes d'exposé. On va le faire en termes d'échange. Donc, ça, c'est le deuxième cas que je vous propose. Est-ce que Berkshire Hathaway, Warren Buffett, rentabilité 20% par an sur 40 ans, qui vous rencontre, je ne sais comment, et qui vous propose d'investir chez lui à 15% là, est-ce que ça vous paraît plausible ou c'est plutôt suspect? Bonsoir, coach. Moi, je vais intervenir. Bonsoir, oui, allez-y. Ok, moi, je dirais que c'est plausible parce que, bon, quelqu'un qui fait sur 40 ans, qui fait 20% là, et on me propose 15%, bon, je pense que c'est plausible, hein, puisqu'on est en dessous déjà de ce qu'ils produisent à l'année. Donc, pour moi, je pense que c'est plausible, je pourrais m'engager. D'accord, ok. Qui a un autre avis? Qui a un autre avis, notamment un avis différent? D'accord, ok, c'est bon. Donc, ce que moi je pourrais vous dire, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui génère du 20% et qui le fait depuis 40 ans peut me donner 15% par an du simple fait qu'il était capable de générer plus d'abord et pendant une durée suffisamment longue pour en faire quelque chose de genre, on a confiance en ses capacités à le faire. Vous voyez, la confiance en ses capacités à le faire. Donc d'abord, il l'a fait et il l'a fait pendant suffisamment longtemps. Et deuxième élément, c'est que ce qu'il me propose comme RSI est inférieur à ce qu'il a été capable de réaliser. Maintenant, deuxième question, à partir de ce qu'on vient de voir, on va étudier le cas ETS Group. ETS Group dit aux gens, donnez-nous une certaine somme, on va vous donner un certain rendement sur la base de, bon, je ne sais pas si ETS Group était typiquement un bon exemple, mais on va prendre plutôt les exemples liés je sais pas, aux agro-business, liés aux agro-business. Donc, quelqu'un vous rencontre, il dit, la société est en Tampion, on fait de la tomate ou je ne sais pas quoi. Si tu investis une certaine somme, on va te donner du 300% en 6 mois. Tout à l'heure, on a vu que le premier critère, d'aller regarder déjà est-ce que la culture en question rapporte ce que c'est censé rapporter, à partir de quoi elle est censée me payer. Ça, c'est dit. La deuxième chose, c'est de voir celui-même qui me dit ça là. Sa société fait ça depuis quand et ça rapporte depuis combien de temps, de sorte que moi j'ai un recul historique qui me fonde à m'engager auprès de lui. Donc, si je prends l'exemple de l'agro-business, quel serait votre commentaire sur ce point-là? Est-ce qu'on avait un historique de rentabilité pertinent qui nous permettait de nous engager? Allô? Non, pas du tout. On avait un historique de combien de temps environ? À peine ils sont nés et puis ils ont fait le premier essai, donc je sais pas, est-ce que ça vous demande un an? Voilà. Vous voyez un peu a posteriori que c'est vraiment bizarre. Quelqu'un vient de net, il n'a aucun historique de rentabilité et il vous dit, donne-moi ton argent, chaque 3 mois, il te donne, chaque 3 mois, il te donne, très bien. Chaque 3 mois, je vais te donner 200% ou 300%. Il n'a, je ne peux pas dire jamais fait ça, mais en tout cas, il n'a pas fait ça suffisamment pour qu'on ait des données qui montrent sa capacité à le faire. Est-ce que vous voyez le problème? Mais malgré ça, ils ont eu pour 110 milliards de fonds collectés. Je ne sais plus le nombre de souscripteurs qu'il y a eu, mais des gens leur ont donné en toute conscience 110 milliards. Des gens qui n'avaient aucun impact en première. Des gens qui n'avaient aucun historique de rentabilité, on leur donne 100 milliards comme pour vérifier est-ce que ça marche. Vous voyez. On prend un deuxième exemple. Est-ce que quelqu'un a un deuxième exemple qui lui vient en tête? D'une entreprise qu'il a croisée, qui effectivement lui promettait des choses, mais sur lesquelles il n'y avait pas d'historique qui lui permettait de mettre un jugement. Est-ce que vous avez un cas qui vous vient en tête? Ce qui me vient à l'esprit, c'est les placements d'argent que nous avons eu au début de la crise, je crois. Je ne sais pas si c'est un bon exemple. Oui, je me souviens.
Je n'ai pas investi, hein, mais voilà, c'est le modèle en fait. Ça répondait au même principe que les agro-business. Vous donnez, je ne sais pas, 60 000 francs, au bout d'un temps, on vous redonne 600 000 ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, je te laisse apprécier. En fait, moi, j'étais, bon, c'est vrai qu'on est tous contemporains aux maisons de placement, mais j'étais un peu jeune à l'époque, donc je n'ai pas le chiffre, je n'ai pas les détails de l'affaire. Pas les détails de l'affaire, mais effectivement, la plupart de ces structures-là n'étaient pas là depuis 5 ans. Elles n'étaient pas là depuis 6 ans. Elles n'étaient pas là depuis 10 ans. Elles étaient là depuis trop peu pour justifier un engagement de ce type-là. Donc, ce que je peux vous dire, je vais, comme ça s'appelle même, désolé, je suis dans une zone avec une animation religieuse là. On va passer rapidement. Donc, ce que je peux vous dire sur ce point, je vais prendre un dernier exemple. Vous êtes pour la plupart des membres de l'EDB côté investissement en bourse. Et je vous ai proposé plusieurs stratégies, dont la stratégie de rente. Et quand je vous ai dit la stratégie de rente, je vous ai donné des exemples internationaux au début. Je vous ai dit par exemple, Coca-Cola paye des dividendes depuis 100 ans, depuis 1920. Donc voici, si nous on avait la possibilité d'investir sur le marché américain, est-ce que vous aurez été, comment dit-on même, inquiet d'investir dans Coca-Cola? On a 100 ans d'historique qui nous rassure que Coca-Cola paye des dividendes et donc que nous, on aura nos dividendes. Quand on a commencé à acheter des actions cibles, c'est les gens qui ne savent pas, genre quand ils nous regardent, ils sont inquiets pour nous. Sinon, nous, on sait les chiffres de la CIP publique depuis 2009, parce que les premiers rapports de la CIP que moi j'ai, c'est 2009, montrent que la CIP paye ses dividendes chaque année autour de 60 à 70%. EcoBank Côte d'Ivoire, je vous en ai parlé, les chiffres que j'ai remontent à 2005 et c'est un taux de paiement de dividendes de 85% depuis 2005. Donc, on n'est pas là et puis, excusez-moi, on achète ces actions-là dans la foi ou bien les yeux fermés ou bien, je ne sais pas, gens qui ne risqueraient rien. Les gens pensent qu'on fait ça. Mais en fait, vous savez qu'on ne fait pas ça. On a un historique qui nous montre clairement que ces entreprises payent des dividendes, qu'elles les payent depuis des années, et c'est juste nous qui n'étions pas au courant. Le week-end passé, j'ai publié sur Sonatel, j'ai les historiques de 97 à aujourd'hui. Chaque année, Sonatel paye de l'argent. Donc quand je dis aux gens de 2022, acheter des Sonatel, je sais c'est quoi je compte. Parce que j'ai 25 ans d'historique de fidélité d'une entreprise qui a toujours payé. Donc, c'est vraiment ça que vous devez voir. On ne peut pas venir vous dire, donne-moi de l'argent, je vais faire ceci, cela, et il n'y a aucun historique qui prouve ce que tu dis que tu vas faire là. Et vous voyez qu'avec le recul, et tous les problèmes que vous avez eus là, ça touche son sens. Mais bizarrement, quand vous êtes face aux gens, vous perdez cette clé-là. Vous regardez, vous dites, ah bon, il a dit ça, qu'il ne risquerait rien. Non, quelqu'un qui n'a jamais fait quelque chose, ou quelqu'un qui ne peut pas prouver qu'il a fait quelque chose, ce n'est pas votre argent, il va apprendre à faire. Vous avez trop souffert pour l'avoir, pour que ça soit laissé à l'apprentissage de quelqu'un. Donc, deuxième critère, c'est l'historique de rentabilité. Donc, l'idée ici, c'est depuis combien de temps l'entreprise qui est face à nous, ou l'individu qui est face à nous, génère les revenus ou les rendements qu'il prétend générer et à partir desquels il veut me payer. Si vous me demandez combien de temps coach, je vous dirai plusieurs années, du genre 5 à 10 ans. 5 à 10 ans. Mais pas quelqu'un qui a 6 mois, 1 an d'activité, et puis c'est de votre argent, il a de grandes idées. C'est un peu trop risqué. Maintenant, bon, après, on va parler de ce type d'investissement-là. C'est aussi une façon d'investir. Mais pour vous, je n'ai pas l'impression que c'est ce qui convient. Pour le profil qu'on a à l'école de la bourse, là, pas l'impression que c'est ce qui convient. Mais je vais vous expliquer ceux qui investissent comme ça, là, sur quoi ils se basent pour investir comme ça. Donc, est-ce que le deuxième critère est bon? Historique de rentabilité. C'est bien noté. C'est bon, coach. Oui, coach. Troisième critère, les leviers de contrôle. Une bonne opportunité d'investissement doit vous donner des clés, des dispositifs pour pouvoir
agir sur l'élément, d'abord pour voir savoir ce qui se passe et éventuellement agir sur l'élément. C'est ce qu'on appelle des leviers de contrôle. Je vais vous donner un exemple avec l'immobilier. Si vous mettez votre maison en location et que le locataire, pour je ne sais quelle raison, décide de ne pas vous payer, croyez-moi, ça arrive. J'ai eu un cas dans la famille il n'y a pas très longtemps même. La dame a fait des modifications d'elle-même, elle seule elle a décidé de faire. Personne ne lui a rien demandé. Et sur cette base-là, elle a décidé de ne plus payer les loyers pendant le nombre de mois qu'elle seule elle a décidé pour récupérer l'argent qu'elle seule elle a décidé de mettre dans une maison dans laquelle on n'a pas envoyé. Donc quand elle a fini tout ça là, ça s'est transformé en procès. Donc, si tant est qu'un tel truc doit vous arriver, vous avez votre maison, vous recevez les loyers et puis après vous ne recevez plus rien. Quels sont les leviers de contrôle que vous avez? Vous pouvez aller en justice, on va parler de ça tout à l'heure, le cas du et obtenir une grosse description qui vous permet de venir agir sur votre maison et par exemple changer les serrures. De sorte que l'individu qui exploite la maison sans vous donner ce que vous devez avoir est ainsi rendu incapable de continuer. Donc vous arrivez à contrôler votre investissement, vous arrivez à récupérer votre actif dans ce cas-là, récupérer votre actif de la main de ce malotru-là, et puis voilà, vous pouvez le mettre en location autrement. Deuxième exemple qu'on a, c'est au niveau de la bourse. Les entreprises dans lesquelles on investit nous donnent des informations chaque trimestre. Donc ça nous permet de savoir ce qui se passe dans une certaine mesure et d'ajuster nos investissements. Donc si on a par exemple une boîte qui, dès le premier trimestre, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est un bizarre. Deuxième trimestre, c'est un bizarre. On peut déjà décider de se retirer de cet actif-là. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à la fin de l'année. Donc, avec la bourse, par exemple, vous avez la possibilité de modifier vos positions, soit même arrêter l'exposition sur une valeur, parce que justement, les informations qu'on vous donne vous permettent de voir un peu, vous permettent de contrôler un peu votre investissement et donc avoir des conséquences à la fois à votre rentabilité et les risques de perte de capital qu'il y a dessus. Ça, c'est dit. Maintenant, on va prendre des opportunités en guillemets traditionnelles qui nous ont été proposées et par lesquelles, malheureusement, certains se sont fait arnaquer. On va prendre le cas de l'agrobusiness. Quand vous avez investi dans l'agrobusiness, pour ceux qui l'ont fait, même si on considère que ces entreprises étaient fiables, est-ce que vous aviez la possibilité de contrôler progressivement leur activité? De sorte que vous puissiez dire que la plantation n'a pas bien donné. La plantation n'a pas bien donné, donc moi, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on avait des informations progressives sur l'activité de sorte à pouvoir, comment dit-on même, ajuster notre exposition à cet actif-là? Je pose la question à ceux qui ont été familiers à cette opportunité-là. Allô? Allô? Bonsoir, coach. Bonsoir. Et bonsoir à tous. Moi, c'est M. Kali. Allez. Ah, ok. Effectivement, moi, j'en ai assisté un peu. Je n'ai pas souscrit, mais quand même, j'en ai beaucoup entendu parler. Puis, il y a mon entourage aussi qui en a participé. Effectivement, dans l'euphorie de la chose, il n'y avait pas de levier de contrôle. On ne sait même pas, souvent même, on ne sait pas où la plantation est située. Mais on se basait simplement sur, comment on veut dire, les résultats que les gens nous ont promis. Donc, comme c'était alléchant, bon, les gens venaient sans demander. Et effectivement, dans la période, cette histoire d'entrepreneuriat avait commencé à vraiment germer. Donc, les gens se sont lancés dedans sans trop de contrôle. Certains ont réussi à avoir quelque chose, mais d'autres n'ont rien vu de leur argent.
Donc, c'est ce que j'aimerais dire pour ma part. Ah, merci. D'accord, ok. Merci beaucoup. Il y a une idée intéressante que vous avez partagée tout à l'heure qui m'a échappé parce que je suis encore au volant, hein, désolé. C'est pour ça que vous entendez les klaxons là. La fameuse plantation. La fameuse plantation à partir desquelles, justement, à partir de laquelle on devait nous rémunérer, aurait pour les éventuels investisseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets mon argent dans une entreprise qui a des plantations et à partir des récoltes de ces plantations-là, elle est censée me payer. S'il y a un souci, je peux regarder dans mon contrôle du côté des plantations. Donc, je peux me rendre compte que j'ai, par exemple, quand on fait les réunions avec mon EVA ou je ne sais pas qui, on dit il y a 50 000 souscripteurs, ou il y a 30 000 souscripteurs, ou il y a 20 000 souscripteurs. Et les souscripteurs ont en moyenne peut-être 5 hectares en termes de souscription. Donc 5 hectares fois ne serait-ce que 2 000 souscripteurs, ça fait 10 000 hectares de plantation. La notion de contrôle, c'est de dire, OK, s'il y a un problème avec mon IVA, il n'y a pas de problème, il peut y avoir un problème avec mon IVA. On va les saisir, les 10 000 hectares de plantation, on va les confier à des sociétés qui vont justement les mettre en exploitation et nous payer nos rendements. Donc, les plantations sont des éléments de contrôle et en même temps des éléments de garantie. Si tant est qu'elles existent, tout à l'heure j'ai dit quoi? J'ai de l'argent qui va venir de l'immobilier. Si ça ne vient pas, ok, je vais agir sur la maison en changeant les serrures, en foutant le gars qui est dedans dehors, et puis la maison reprendra ses flux de revenus. Donc, il y a un élément qui est là, que je contrôle, sur lequel je peux agir pour avoir mon argent. Mais là, on me dit, ce sont des plantations. OK, vous n'arrivez pas à me payer. Limite, il n'y a pas de problème. Vous n'arrivez pas à me payer. On va mettre la main sur les plantations et on va les confier à qui de droit. Et là, tu te rends compte que jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu prouver de toutes les sociétés d'agro-business qui existaient là, qu'elle avait vraiment les plantations correspondantes aux souscripteurs qu'elle avait. Aucune n'a pu prouver ça. Aucune n'a dit, j'ai vraiment 10 000 hectares, 10 000 hectares de tomates. Télévision, venez voir. C'est vrai, vous me direz qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément les autres chaînes là. Je ne sais pas si elles étaient là ou pas. Mais on peut trouver avec les réseaux sociaux quelqu'un qui vient filmer. On peut trouver des drones. Ça existait déjà à l'époque. Pour venir cartographier, pour dire voici, j'ai vraiment. Est-ce qu'on peut cacher 5 000 hectares de plantation? Sérieusement, soyons sérieux, les gars. On ne peut pas. Si tu as 5 000 hectares de plantation quelque part, ça se saura. Donc, un élément de contrôle, c'est de dire est-ce qu'il y a vraiment les actifs à partir desquels je serai rémunéré, de sorte que si même la structure a un problème, je puisse agir sur ces éléments d'actifs-là. Et ce que tu as dit intéressant, de plantation, à ma connaissance, on n'en a pas vu. On n'en a pas vu. Donc, est-ce que quelqu'un a un autre, comment ça s'appelle même, une autre contribution sur les leviers de contrôle? C'est vraiment l'idée, c'est que je veux que vous reteniez, c'est le fait dans une relation d'affaires de pouvoir agir sur les éléments. D'abord de pouvoir être informé et après de pouvoir agir sur les éléments. Donc, en bourse, par exemple, je suis informé progressivement et je peux agir sur les éléments en vue d'obtenir ce que je veux ou en vue de me retirer. Surtout dans le cas de la bourse, c'est de me retirer. Si vous êtes dans une logique de souscription, par exemple, en agro-business ou récemment là, avec les gens du transport, ça ressemble à je dépose mon argent et j'attends à une certaine date d'avoir le RSI attendu. Mais entre le moment où je souscris et le moment où je suis censé avoir mon retour, entre ces deux dates-là, je ne peux rien faire et je ne dispose d'aucune information et je ne dispose d'aucun moyen d'action. Si vous remarquez bien, en tout cas de ce que moi j'ai pu appréhender, parce que moi j'ai été dans ces écosystèmes-là, dès que quelqu'un dépose son argent, tout ce qu'il peut, c'est d'attendre la date convenue pour avoir le retour sur investissement convenu. Mais il n'a pas de marge de manœuvre au milieu. Il ne peut pas aller dire je vais visiter les champs. Il ne peut pas aller dire je vais il ne peut pas aller. En fait, il est dans l'attente de son retour sur investissement. Donc, selon moi, dès qu'une opportunité ressemble à
j'ai mis mon argent et j'attends, je ne sais pas combien de temps pour avoir mon argent. Et entre les deux dates-là, je ne peux rien faire au milieu. Dès qu'une opportunité d'affaires se présente comme ça, je suis mal à l'aise. Parce que je dois pouvoir agir à tout moment, incluant me retirer. Je dois pouvoir être informé à tout moment et à partir des informations que je reçois, prendre des décisions. Ça ne doit pas être des contrats fermés et puis je suis piégé. Et puis dans 6 mois, tu viens me dire, ah vraiment, ça n'a pas marché. Hein. Au lieu de 100%, on va vous donner 25%. Et puis ça roule quoi. Je veux que vous voyez ça. Hein. Des fois, les gens peuvent ne pas être des escrocs. Ils peuvent être des entrepreneurs roublards. C'est-à-dire, ils prennent ton argent pour faire quelque chose de vrai qui marche, mais ils viennent te dire que ça ne marche pas. Moi, ça m'est arrivé au début de mes investissements. C'était dans le domaine des cabines téléphoniques. Là. J'avais donné 50 000 francs à quelqu'un au tout début des cabines téléphoniques. Là. Je crois que lui, il avait 100 millions, trucs comme ça. Et puis, ça faisait une certaine somme là. Et puis, moi, j'avais RSI chaque semaine sur cette histoire-là. J'ai reçu mon argent pendant, je crois, quelques semaines. Et puis après, il m'a dit qu'il y a ceci, il y a cela, il y a le gérant, il y a... En fait, il commence à rentrer dans beaucoup d'histoires et je n'ai plus eu mon argent. Donc, après, ce que j'ai appris, c'est que l'activité a continué. Et j'ai compris, en fait, qu'il était suffisamment malhonnête pour se dire, mais si je lui dis que ça n'est pas marché, même, qu'est-ce qu'il va me faire? Et plus ou moins, je ne peux rien faire. Bon, après, j'ai porté plainte et tout ça. Et puis bon, ça s'est fini au commissariat. Ça chez ses parents, ça peut être des proportions familiales. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que des fois même, les gens ne sont pas des arnaques, ils sont des regards. Le truc existe bien, mais il faut dire que ça marche pas. Juste pour garder pour lui tous les retours générés par les éléments. Et pourquoi ça c'est possible? Parce que vous n'avez pas des leviers de contrôle. Moi, je ne me rappelle pas qui m'a dit, voici la cabine, voici le gérant. Je ne me rappelle pas que j'ai eu la possibilité de vérifier les comptes de la journée. Je ne sais même pas si c'est possible de vérifier quelque chose avec une cabine téléphonique. Donc tout ça là, ça te met en fait dans la merci de soit tu me donnes, soit tu ne me donnes pas, mais en fait je n'y peux rien quoi. Donc est-ce que pour les leviers de contrôle, vous voyez, est-ce que vous comprenez, est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, coach. Bonsoir. C'est Mme Diarra. Bonsoir à tous. Voilà, je voulais intervenir concernant les transports là. Dans ces temps-là, les gens, les transporteurs là, dans des associations là, disent bon, tu déposes 5 millions ou bien 2 millions 5, ils vont prendre une voiture et puis après, bon, ils te remboursent. Ça c'est des quotas, ils donnent quoi. Il y en a, la voiture te revient après, il y en a, la voiture te revient pas. Donc, après, ça peut, comme vous le dites actuellement, là, après, ça peut se mélanger et puis tu ne peux pas avoir ton argent. Même si tu vois la voiture, mais après, ils vont dire que la voiture est gâtée et puis bon, ça va se mélanger. D'accord. C'est une question ou c'est une contribution? C'est une contribution. D'accord. Pour les sociétés de transport, là, effectivement, comme vous, je vois, et comme vous, mon esprit d'investisseur regarde avec un œil sur le côté du genre, pourquoi pas. Mais après, notre esprit analytique est censé nous aider à mettre ces, entre guillemets, opportunités-là dans une grille d'analyse logique et aboutir à une conclusion qui est pertinente. Et si vous voulez bien, on va faire cet exercice-là ensemble aujourd'hui. S'il y a des gens parmi vous qui sont dedans, ce serait très bien. Parce que moi, je n'ai pas tous les éléments. Je n'ai pas tous les éléments, contrairement à la Go Business où j'ai été dedans. J'avais même les contrats. Là, je n'ai pas voulu être dedans. Donc, je n'ai pas tous les éléments pour former un jugement. Donc, si quelqu'un a les éléments, il va partager. C'est pour ça que je parle de partage. Aujourd'hui, c'est un partage qu'on va faire. Je vais vous donner des critères. On va apprécier plusieurs opportunités. Si des gens ont d'autres cas que le transport, ils vont les poser et puis on va regarder ça ensemble. Donc, vous mettez ça à la fin. On va revenir dessus. À la fin. D'accord. Voilà. On ne va pas faire le transport là maintenant. Je veux finir les 4 points. Là, vous avez les 4 points et puis maintenant, on va analyser les choses ensemble. Donc, est-ce que pour le 3e point, levier de contrôle, est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez? Oui, ça va. Oui, c'est bon, c'est bien aussi. D'accord. Dernier élément, c'est le cadre juridique. Le cadre juridique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que l'activité dans laquelle je m'engage là,
il existe des règles claires me permettant de défendre mes droits en cas de litige. Vous savez, comme je dis, on est des investisseurs et on a tendance à réfléchir en termes de si ça se passe bien, j'aurai 100%. Ça, c'est si ça se passe bien. Et si ça se passe mal, tu n'auras pas 100%, mais tu peux même perdre ton capital. Donc, il faut que tu aies des bases juridiques claires pour que s'il y a un souci, tu puisses quand même défendre tes droits et récupérer ce que tu peux récupérer de l'activité. Quand il n'y a pas ça, tu es vraiment, comme il dit, dans l'ordre de la foi. Tu as mis ton argent quelque part. Si ça vient, c'est ça. Si ça ne vient pas, bon, c'est qui est sûr, j'ai tenté. Mais ce n'est pas comme ça, en fait. Parce que si tu possèdes de l'argent, tu vas plus t'appauvrir que t'enrichir. Donc, le cadre juridique, c'est quoi? C'est l'ensemble de règles définies dans un système qui permet de garantir les droits des parties. Donc, que ce soit l'investisseur ou le client, les éléments sont définis. Donc, si vous prenez dans le cas de l'immobilier, les règles sont définies. Par exemple, aux États-Unis, vous allez retrouver ça dans un documentaire qui s'appelle « Être pauvre dans le pays le plus riche ». Aux États-Unis, quand tu es dans une maison, tu dois payer le loyer. Partout sur terre, tu dois payer le loyer, mais surtout là-bas. Parce que les grosses expulsions là-bas, il peut les obtenir en 2 mois, je crois, si je me rappelle bien. Et les expulsions se font manu militari. Je vous parle pas de quelque chose que j'ai entendu parler d'un documentaire qui est sur YouTube. Donc la police vient avec des armes et des chiens pour vous faire sortir de la maison. Donc ce n'est pas du tout de la rigolade. Le droit protège l'investisseur immobilier là-bas. Maintenant, je vais vous poser une question. Qui sait le délai pour avoir une grosse expulsion en France? Combien de temps il faut pour exclure quelqu'un en France quand quelqu'un ne paye pas? Vous savez pas, mais est-ce que vous avez au moins entendu parler des difficultés que les Français ont? 2 ans minimum. 2 ans minimum. Est-ce qu'on avec un bon avocat? Voilà. Donc, est-ce que vous voyez un bon avocat, hein? En France, évidemment, en France, aux États-Unis, après 2 mois d'impayé, on peut t'expulser. En France, il faut des procédures compliquées pour pouvoir t'expulser de la maison. Vous voyez un peu que le cadre juridique français ne protège pas assez bien les investisseurs immobiliers des mauvais payeurs. Tandis que le cadre juridique américain fait que tout le monde est à carreau et l'immobilier marche bien. Parce que tu sais que quand tu mets ton pied là-bas, tu dois payer. Bien sûr, ça ne veut pas dire que les Français sont des arnaqueurs, tout ça. C'est juste pour vous montrer qu'il faut qu'il y ait des règles pour vous permettre de défendre vos droits en tant qu'investisseur en cas de problème. Il ne faudrait pas qu'il y ait une insuffisance de règles, voire même une absence de règles. Donc, je reprends maintenant les 2 cas traditionnels qu'on a manipulés, l'agrobusiness et puis les maisons de placement. Quand un mec d'agrobusiness a pris ton argent, il sait qu'il a pris le contrat, là, il ne discute même pas même sur le fait qu'il est pris ou pas. Et qu'il ne te rend pas ton argent après 3 mois, après 6 mois. Quels sont tes recours légaux? Je vous pose la question. Voilà. OK. Merci. Je voulais intervenir un peu sur le cas de l'agrobusiness où moi-même j'ai été, on va dire, victime, j'ai été souscripteur. Et il se trouve qu'en fait, là-bas, effectivement, on n'avait pas de levier de contrôle clair. C'est-à-dire quoi? On avait un contrat qui nous liait avec la maison de souscription. Et dans le contrat, on nous disait, oui, monsieur Tata a pris une parcelle de 1 hectare pour une culture de tomates pour une exploitation de 6 mois, ou duquel, avec son capital, par exemple, de 800 et quelques mille francs, il avait peut-être 3 millions, 2 millions 600. Et après, il y avait effectivement une clause juridique, un cadre juridique qui nous disait, en cas de litige, les tribunaux, je crois, je n'aime pas vraiment l'expression, mais les tribunaux locaux, les instances locales sont les voies de recours pour pouvoir poursuivre l'affaire. Et les contrats en question, ce qui a rassuré un peu plus ou moins les gens, si vous voulez, c'est que ces contrats-là étaient légalisés à la mairie. Et même mieux, à la base, c'était des contrats qui passaient, le versement des sommes passait par le trésor public. Pour information. Moi, en son temps-là, je n'ai pas fait aussi, mais je connais des gens qui versaient l'argent avec le bon de paiement, le reçu de caisse du trésor public et qui venaient ensuite à la maison de placement pour aller faire le contrat. Après, c'est passé avec des structures bancaires telles que NCA, avec la FIP. Avec NCA, c'était formel parce que sur le reçu de versement, il y avait le logo de NCA et le logo de moneivea.com. Et on voyait la publicité qui passait à la télévision. Je sais que quelqu'un l'a dit, on l'a
c'est un moyen, c'est un canal de communication publique, donc il n'y a pas de problème à ça. Mais en fait, pour revenir un peu à la question qui dit que les leviers de contrôle qu'on avait sur ces choses-là, c'était pas vraiment clairement défini dans le contrat. La seule chose qui rassurait un peu, c'était le cadre juridique, où c'était bien mentionné qu'on pouvait faire recours en cas de justice, aller à la justice, et encore que les contrats étaient légalisés au niveau des mairies. Voilà un peu la D'accord. contribution. Reste connecté, s'il te plaît. Vous l'avez entendu, hein, vous l'avez tous entendu. Il dit, parce qu'un document est légalisé, ça me protège. Première idée. Deuxième idée, parce que j'ai fait mon versement à la Banque du Trésor ou dans une banque commerciale, je suis protégé. Et troisième idée, c'était laquelle même, parce qu'ils ont mis dedans qu'en cas de problème, les tribunaux sont compétents, je suis protégé. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore de faire l'étude de cas à proprement parler, mais est-ce que vous vous rendez compte, bon, qui peut rebondir sur les éléments qu'il a vus là pour montrer un peu les insuffisances de ces éléments-là en termes de cadre juridique? Est-ce que le fait que je puisse faire mon paiement ou est-ce que le fait que le paiement se fasse en banque, incluant la Banque du Trésor, est en soi une forme de protection particulière pour un investisseur? Pardon, je ne sais pas comment faire pour demander la parole. Donc, je suis à chaque fois d'intervenir directement. Allez-y. Alors, en fait, c'est non, pas du tout. Parce que, comme vous l'avez dit là, il faut connaître pour chaque domaine, c'est ça qui est délicat, pour chaque domaine, il faut connaître les règles. C'est un peu comme pour l'immobilier, c'est un peu comme n'importe quel document administratif, ça te provient tant qu'il n'est pas dans son cadre bien précis. Et c'est ça qu'il faut apprendre. Tu vois, par exemple, par rapport à le cas du monsieur qui donne son argent à une banque, tu déposes à une banque, c'est une transaction bancaire, point. C'est tout ce que ça prouve. Maintenant, tu es obligé de connaître le système, comment ça doit se faire, quelles sont les procédures qui doivent être faites. Si tant que tu ne connais pas ça, en fait, tu n'es pas, rien ne te protège. En fait, je vais rebondir sur le point de la banque là, parce que c'est tellement évident pour nous. Mais pour lui, ça ne l'a pas été. Et j'espère que maintenant, pour lui, c'est évident. Une structure se crée, elle va ouvrir un compte bancaire. Je veux dire, quand tu veux ouvrir un compte, on te demande quoi? Le registre de commerce, aucune banque ne demande tes états financiers sur 3 ans. Elle s'en fout complètement. Tu crées le compte au nom d'une structure. Il y a les papiers. Nous, par exemple, on est l'école de la bourse, on est une entreprise normale. Je dépose mes papiers, j'ai un compte bancaire. Donc, ce n'est pas parce qu'on peut verser de l'argent sur un compte bancaire que la banque en soi là, est mêlée au business. C'est comme tu me dis que parce qu'une entreprise fait un deal pour qu'on puisse payer, je raconte n'importe quoi, dans le cas des écoles, mais moi-même j'ai fait mon passeport récemment là, je paye mon passeport avec Banque Atlantique, que Banque Atlantique est mêlée en quoi que ce soit au fait que j'ai ou j'ai pas le passeport. Non, c'est un deal. C'est un deal. C'est juste qu'ils sont acteurs agréés pour collecter des fonds, mais ils ne sont pas comptables de ce que le business derrière là soit bon ou pas. Et ce sont ces images-là qui vous fatiguent des fois. Ce sont ces images, c'est-à-dire que comme une banque a décidé de recevoir l'argent, non pas derrière, elle s'est rassurée. Non, c'est une société normale qui a ouvert un compte normal et qui a dit, ah vraiment, comme on n'a pas des agences un peu partout dans le pays, on veut vraiment que vous recevez notre argent en priorité. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup de dépôts. Ils ont regardé rapidement le business model. Ah, c'est de nous donner l'argent que vous partez des champs. Ok, il n'y a pas de problème. La banque est toujours contente de prendre l'argent. Et puis après, maintenant, s'il y a un problème, elle va peut-être engager une enquête, mais de prime abord, je veux dire, c'est pas parce qu'elle reçoit l'argent qu'elle a fait une vérification. C'est pas à ce stade-là qu'elle se situe. Elle reçoit juste l'argent et met à disposition du client. Donc ça, c'est concernant les transactions bancaires. Qui peut rebondir sur d'autres points de son propos? Je voudrais rebondir. Allez-y. Moi, je voudrais réagir sur la légalisation d'un document. D'accord. Allez-y pour la légalisation. Voilà, la légalisation d'un document, il y a plusieurs types de légalisation, donc notamment la légalisation même de la signature et la légalisation du document, ce qu'on appelle une copie conforme. Voilà, donc la copie conforme, c'est on fait une copie et on légalise la photocopie pour dire que la photocopie légalisée a la même valeur que l'original. Maintenant, la légalisation d'un document, ça peut être la légalisation de la signature. Donc,
la légalisation est apposée sur le document sur lequel quelqu'un aurait signé. Donc, on légalise la signature de la personne pour authentifier le document. Mais on ne cherche pas à savoir qui est derrière. C'est la signature que l'agent de la mairie ou d'une sous-préfecture peut légaliser. Donc, vraiment, ne prenez pas les documents légalisés comme... On ne fait pas d'enquête pour cela. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces contributions. C'est pour ça que je vous disais que je voulais que ce moment-là soit un partage. Moi, l'école La Bourse est en train d'essayer d'évoluer sur YouTube. Mais ce que moi je sens pour le moment, c'est pas de m'asseoir, mettre une caméra et puis parler des arnaques. C'est pas ce que je sens. Moi, j'ai déjà une communauté et chaque fois qu'on va prendre un thème, que vous puissiez contribuer, ce que vous venez de dire, moi je sais pas. Et ça m'enrichit, ça enrichit tout le monde. Donc, c'est vraiment l'idée de parler d'argent. C'est pourquoi je suis content que vous soyez là. Vous êtes 121. Le mois passé, on était 131. Bon, c'est pas grave. Mais il faut qu'on ait cette habitude-là. Chaque mois, on s'assoit et puis on s'enrichit par rapport à un sujet. Vous voyez. Donc, je vais m'arrêter là sur ce point-là pour qu'on commence à faire les études de cas. Mais est-ce que le monsieur qui a donné les deux exemples de Agobessa, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez compris? On a rebondi juste sur la légalisation et puis sur les transactions bancaires. Est-ce que vous avez compris que ces deux éléments-là ne valident pas l'existence d'un cadre juridique? En tout cas, d'un cadre juridique, je veux dire, qui vous protège. J'ai compris ça. Et comme je le mentionnais, le fait que les transactions à la base passaient à la Banque du Trésor, qui est censée être une structure de contrôle un peu étatique, pour peut-être ouvrir les yeux sur... En fait, tu supposes des choses. Tu supposes des choses étranges. C'est ce qu'on essaie de t'expliquer. C'est pas parce que quelqu'un va faire un versement à la Banque du Trésor que la Banque du Trésor allait vérifier quelque chose. Elle n'est pas censée vérifier. Je te comprends qu'une banque n'est pas censée vérifier quelque chose, en fait. Elle reçoit juste l'argent et puis elle donne à qui de droit. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est vraiment... Pardon, monsieur Kwao. Peut-être que ce que je vais dire, on va me dire encore que je suis très méchante envers mon pays. Mais il faut qu'on comprenne qu'en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour surveiller la sécurité des Ivoiriens. On est dans un système actuellement, c'est beaucoup plus après la mort. C'est-à-dire, c'est quand tu as un problème que tu signales et puis on va voir maintenant comment on fait pour t'aider. Souvent, je ne sais pas si c'est la série américaine ou bien c'est la télévision qui nous... On est tellement habitué à voir, je ne sais pas moi, la police ou bien des gens essayer d'enquêter sur la véracité des uns et des autres. L'honnêteté n'est pas écrite sur un front. Et malheureusement, nous ici, là, on n'a pas des services de consommateurs qui vont enquêter pour être sûr si vraiment ton business est bon avant de te donner accès au grand public. La Banque du Trésor, c'est la Banque du Trésor. C'est pas là-bas, le Trésor dépose son argent. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait une enquête pour dire que le design est bon, n'est pas bon. Même les papiers qu'on remplit pour aller à la banque, on te dit non, il faut justifier d'où vient ton argent. On écrit toujours du n'importe quoi. Non? Combien de personnes écrivent, remplissent même cette partie-là? Même quand tu dis, je ne sais pas, on dit non, c'est pas grave, il faut passer. On te met domiciliation domestique ou on te met, tu écris simplement virement. Donc, pour vous dire que ça ne se fait pas. Donc, il faut qu'on arrête de croire qu'il y a des gens qui se lèvent le matin pour chercher à savoir si telle société est dans le vrai ou bien n'est pas dans le faux. Même les blanchiments d'argent, c'est quand, comme M. Kwawa a dit, c'est quand les banques signalent qu'on commence à faire quelque chose. Quand il n'y a pas un signalement, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui a un cœur brisé là. C'est comme ça, c'est après la mort que nos médecins se mettent en place. Merci. Bon, merci beaucoup. Ce que je peux dire pour nuancer un peu votre propos, Madame Yelamto, c'est vrai qu'effectivement, on risque de vous étiqueter comme n'aimant pas le pays. Mais en fait, je veux nuancer quelque chose. Partout, il y a des arnaques. Ne pensez pas que c'est en Côte d'Ivoire seulement, il y a des arnaques. Donc, même là où vous pensez que les gens contrôlent les choses, là, aux États-Unis, là, il y a arnaque. C'est juste qu'il y a des processus qui sont en place avant des déclenchements. Comme vous l'avez dit là. On ne peut pas mettre les Américains, c'est 300 millions de personnes. Les Chinois, c'est 1,4 milliard. On ne peut pas mettre 1,4 milliard de personnes sous contrôle. On ne peut pas. Donc, on ne peut pas reprocher aux États de ne pas contrôler 1,4 milliard de personnes. Et imaginez-vous, ça c'est les personnes, imaginez maintenant les transactions. C'est impossible de contrôler toutes les transactions. Donc, on est obligé de, comme vous avez dit là,
de laisser les activités économiques se faire et qu'elles se font maintenant en vertu de leur développement. Moi, par exemple, avec 7 ans, je suis là. Tout le monde, je veux dire, c'est où je forme. La BFM, au début, par exemple, me regardait comme ça. Maintenant, après 7 ans, comme il n'y a pas de signalement, les télés, les radios t'appellent. Mais de prime abord, on ne peut pas dire, non, lui là, hey, est-ce que... On ne peut pas. Tu ne peux pas faire ça, en fait, dans l'économie. Imagine-toi toutes les initiatives qui naissent chaque jour. Comment on ne peut pas d'avance contrôler quoi que ce soit? On est obligé de laisser faire, malheureusement. Et dans le laisser faire, c'est le mauvais. Quand il va me donner des signes de mauvais, là, qu'on va voir et qu'on va agir. Notre problème à nous, c'est que justement, et ça je nous le reproche, on ne signale pas. C'est-à-dire, quelqu'un peut faire une bêtise, on dit, je laisse pour moi à Dieu. Et il a le temps de continuer sa bêtise à échelle. Je vous prends juste le cas des gens qui violent les enfants, des gens qui faisaient les pédophilies autres là. Si on avait, excusez-moi du terme, chicoté le premier prêtre qui avait fait ça, je suis catholique, donc ne vous en faites pas, ce n'est pas, je ne parle pas mal des catholiques, moi je suis catholique. Si on avait chicoté le premier prêtre qui avait fait ça là, ça laisse arrêter un peu. Mais on passe le temps justement quand les choses se passent à ne pas signaler, donc les choses prennent des proportions. Afin de taxis là, s'ils n'avaient pas signalé, ils auraient eu beaucoup de souscripteurs. Et on ne serait pas à 1 milliard de pertes, on sera beaucoup plus. Parce que tout le monde, naturellement, voit les taxis et a envie d'investir dedans. Et on ne sait pas en toutes ces sociétés qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Donc, c'est parce qu'ils ont signalé qu'on sait maintenant que dans ces sociétés-là, il y a du bon et il y a du mauvais. Donc, c'était juste pour vous dire que ne pensez pas que c'est la Côte d'Ivoire seulement. Il y en a partout. C'est juste que nous, chez nous, malheureusement, on est laxiste, même dans le signalement. Donc, ça fait que beaucoup de choses traînent chez nous. Coach, je voulais ajouter quelque chose. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que on ne signale pas au départ. Mais quand on pousse les gens à agir, à tomber dans l'arnaque aussi, on doit condamner ceux qui ont poussé les gens à agir. Je prends le cas bien précis de l'agrobusiness. Au départ, je peux dire que c'est la RTI qui est une structure de l'État qui a poussé les gens, qui a fait la publicité de l'agrobusiness. C'est pourquoi les gens se sont engouffrés dedans. C'est que tu ne connais pas comment les télés fonctionnent. Non, toi, tu supposes que tout ce qui passe à la télé, là, c'est vrai. Non, j'ai pas fini. Quand je dis la télé, il y avait même des ministres qui ont présidé les cérémonies de monevia.com. Ça aussi, ça donnait un peu de crédibilité à la structure. Non, il ne faut pas tout mélanger, en fait. Il y a la responsabilité du ministre, effectivement, mais moi, je rebondissais sur le cas de la télé. Moi, actuellement, bon, je ne vais pas dire certaines choses, on est sur YouTube, mais tu ne sais pas comment on fait pour arriver à la télé. Et crois-moi, les gens n'enquêtent pas. Si c'est ça, tu veux dire là, ils n'enquêtent pas. Est-ce que tu penses que quand on reçoit quelqu'un... Je veux dire les autorités qui sont passées par la télé. Et c'est eux qui ont lancé le message et tout le monde a compris et tout le monde s'est engouffré dedans. Attends, quelle autorité, tu peux me sortir une vidéo d'un ministre ou d'un préfet qui a dit de souscrire à AgroBusiness? Non. Est-ce que tu penses que tu peux trouver une telle vidéo? Non, pas qu'ils ont dit directement de souscrire à l'agrobusiness, mais le fait de présider des cérémonies de monevia.com donnait une certaine crédibilité à monevia.com. Ce que tu es en train de dire là, c'est pour ça qu'il dit que je comprends ce que tu dis en termes de un ministre qui vient, qui s'assoit. On suppose qu'il a, comment dit-on même, il a comme tu dis là, il a regardé un peu de quoi il retourne. Mais ça reste toi, en tant qu'investisseur, et je pense que vous l'avez tous compris, de faire tes propres recherches sur les supports. Et non de supposer que les conclusions des recherches du ministre valent action immédiate. Je ne sais pas si tu vois la différence. C'est comme si tu dis, ah, comme Brice Coro là, vraiment, c'est quelqu'un de bien, parce qu'il fait quelque chose, je vais faire aussi. Tu t'es fait, comment on dit, tu t'es fait limer. Et puis, c'est la faute de Brice Coro. On dit non. Est-ce que Brice Coro t'a dit de faire? Non, mais comme je l'ai vu là-bas, donc il est supposé que c'était bon. Aïe. Lui-même, peut-être, il s'est fait limer aussi. Tu n'en sais rien. Je prends le cas de Madoff. Pour ceux qui ne connaissent pas, Madoff est officiellement le plus grand escroc de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Presque 20 milliards de dollars, combien de milliards de dollars qu'il a arnaqué. Quand vous étudiez Madoff, on te dit qu'il a arnaqué, mais les profils que Madoff a arnaqué, tu ne peux pas. C'est le high level. Madoff, il n'a pas arnaqué le peuple.
Il arnaquait les institutions financières. Il arnaquait des banques d'investissement. Actuellement, quand on connaît le gars de crypto-monnaie qui a disparu, là, celui qui faisait Luna, là. Moi, je ne suis pas dans l'écosystème de la crypto, mais si vous tapez celui qui faisait Luna, là, sa plateforme est tombée et tout ça, et il a disparu. Mais on te dit que c'est des institutions qui ont mis l'argent dedans. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que même une institution financière peut se faire limer. Donc, si toi, parce qu'une institution financière est associée à quelque chose, genre Visa a mis son argent dans Luna, donc Luna est bon. Bon, maintenant, voilà que Luna a disparu. Tu vas dire que c'est la faute de Visa. Goli, est-ce que tu me comprends? Je vous comprends parfaitement, coach. Je vous comprends. C'est-à-dire que tu as ton propre... C'est pour ça que je me fais moins arnaquer que vous, justement. Parce que j'ai compris que c'est pas parce que Visa fait crypto que moi, il doit faire crypto. C'est pas parce que Mastercard a investi dans je sais pas quoi qu'il doit investir dedans. Je ne présume pas de la qualité d'un actif par rapport à la conclusion d'investissement de quelqu'un. Je refais mon propre processus d'étude. Et quand je le refais, je me rends compte que mais, cette histoire-là, il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Et après, je suis surpris comme vous d'apprendre que Luna ou je ne sais pas quoi est tombé. En tant que tu vois le nom de ceux qui ont investi là, ce sont censés être des gens qui en savent. Donc ça, c'est juste pour votre culture. Hein. Ne présumez pas que Drogba, s'il met son argent dans la monnaie qu'il a mise la dernière fois là, c'est que c'est bon. Ce que ça suppose, c'est que les gars qui ont fait les recherches là, lui ont dit que c'est bon. Mais peut-être eux-mêmes là, ils ne comprennent pas. Donc vous-même, avant de suivre Drogba dans sa crypto-monnaie là, faites aussi vos recherches. C'est ce que ça signifie. Bonsoir, coach. Merci, coach. Merci, coach. Merci, Bonsoir, coach. coach. Allô? Attendez, bon. Je pense que maintenant la mousse est bien montée. On va conclure sur l'exposé et puis on va faire les études de cas. Allô, donc coach? Là, chacun pourra maintenant. Allô, coach. Allô, oui, madame. Allô? Attendez, pause. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler à la fois. On va faire pause. Il y a Kone Mariam qui a son micro ouvert. Il y a Investisseur 4 qui a son micro ouvert. Donc, on va prendre les deux déjà et puis on va voir. Kakarine Audrey, allez-y. J'aimerais intervenir par rapport au document pour signifier que on peut avoir n'importe quel document. Il suffit d'employer les moyens qu'il faut. Il a dit que les documents étaient légalisés à la mairie et autres. Au fait, je voulais lui dire qu'un document peut s'obtenir de manière illégale et puis tu vas penser que c'est légal. On peut faire n'importe quel document, même à la justice, pour te donner. Donc, il ne faut pas, de prime abord, comme le document a été fait, a été légalisé, penser que c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut se fier. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter par rapport au document. D'accord, ok. D'accord, ok. Merci beaucoup. Donc, on va prendre une autre contribution et puis on va commencer à plonger maintenant dans les études du cas. Donc, on continue. S'il y a une dernière contribution, c'est qui c'est Milandou? Je me disais, vu qu'il y a des grosses institutions qui sont plus dans les affaires dans la... Et moi, ça va. Est-ce que ce n'est pas un moyen pour ces institutions-là de faire des approches fiscales, vu que ils ont les moyens nécessaires de détraquer au moins des affaires dans la... Bon, j'entends que ce n'est pas un moyen pour ces grandes institutions de faire de la fraude fiscale. Le reste, je n'ai pas bien entendu. C'est ça? C'est ce que tu as dit? Oui, coach. Bon, moi, je ne suis pas à Goldman Sachs, je ne suis pas dans ces institutions-là. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y a plusieurs profils d'investissement. Et je crois que je vous l'ai enseigné. Donc, une institution investit sur une politique. Et ces grandes institutions, comme tu le dis là, elles ont une politique d'investissement très claire. Tu penses que Goldman Sachs va mettre tout son argent dans des bêtises comme ça? Tu penses que AXA va mettre tout dans des bêtises comme ça? Vous, quand vous voyez que AXA investit 2 milliards d'euros dans une start-up, pour vous, c'est beaucoup d'argent. Bon, notre définition de beaucoup d'argent, puis pour les Blancs, là, c'est pas la même chose. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que il y a des opportunités d'investissement, plutôt des potentiels de rentabilité que tu n'as pas sur les supports traditionnels. Et vous et moi, nous le savons. Par exemple, sur le marché action, les 1000% qu'on a eu sur Nestlé, là, c'est rare.
C'est-à-dire sur 10 ans à la BFM, peut-être de 1000%, tu vas en trouver 5 ou 6. Et de 1000% à l'intérieur d'une année, tu vas en trouver peut-être que 2. C'est Citab et Nestlé. Donc, il y a des levels de rendement que tu ne peux pas avoir sur le marché des actifs traditionnels. Par contre, tu peux les avoir sur les actifs beaucoup plus risqués, comme par exemple la crypto-monnaie ou bien comme les entreprises de type start-up. Donc, dans leur politique d'investissement, c'est pour ça que je dis tout à l'heure que notre politique d'investissement en tant que particulier n'est pas la même que les grandes institutions. Parce que nous, on n'a pas beaucoup d'argent. Et nous, on n'est pas une entreprise, on est une personne. Donc, tactiquement, on peut avoir des problèmes, on peut perdre notre emploi. On doit vraiment mettre notre argent dans des choses qui rapportent tout en préservant le capital. On ne peut pas se permettre de perdre 5 ans d'épargne. Par contre, une entreprise, c'est différent. Elle n'est pas limitée dans une carrière. Elle n'est pas là. Et puis, il y a un mois où j'ai des problèmes, je ne peux pas investir. Non, non. Elle a un business model qui dégage du cash. Donc, elle peut se dire, OK, on a $1 milliard investis chaque année grâce à notre activité traditionnelle. On va l'investir de telle façon. On va le prendre, par exemple, sur des supports stables, machin, tout, à hauteur de peut-être 500 millions. On va le prendre sur des actions à hauteur de temps. On va mettre dans l'immobilier, et on va mettre, par exemple, 5%, soit $50 millions sur les startups prometteuses. Quand on le fait, on pense à des investisseurs comme Peter Thiel. Peter Thiel, c'est qui? Peter Thiel, c'était un associé de Elon Musk. Ils étaient plusieurs. Et ensemble, ils ont fait PayPal. Je ne connais pas très bien l'histoire de PayPal, hein, mais ils étaient beaucoup là-bas. Bon, beaucoup, je dis, ils étaient, je crois, 4 ou 6 là. Et je ne sais pas trop pourquoi, alors que PayPal marchait bien, ils ont dû revendre. Donc, quand ils ont revendu PayPal, chacun s'est retiré son jeton. Donc, Elon Musk parle souvent de ça. Il avait, je crois, $160 millions. Il a mis 100 millions dans Tesla, 60 millions dans SpaceX, 10 millions de je ne sais pas quoi, et puis il a pris crédit pour vivre. Mais on ne parle pas assez de Peter Thiel. Donc, moi, je vais vous en parler un peu ce soir. Peter Thiel est devenu ce qu'on appelle un business angel. Donc, quelqu'un qui a eu une expérience en affaires et des capitaux et qui a estimé que, bon, il n'est plus très chaud pour créer des boîtes. Hein. Il va soutenir des entreprises en démarrage parce qu'il a l'expérience pour aider ces jeunes-là. Donc, Peter Thiel a investi dans Facebook et dans d'autres entreprises. Il a mis $500 000 dans Facebook. Si vous étudiez l'histoire de Facebook, Peter Thiel était pratiquement après Schwan, je ne sais pas quoi là, c'était l'un des premiers business angels. Et les $500 000 de Peter Thiel sont devenus, quand Facebook est entré en bourse, $2 milliards. Essayez de vous asseoir pour le calcul. $500 000 qui deviennent $2 milliards en valeur boursière. Mais ça, ce n'est possible que quand tu investis dans des startups en démarrage de ce type, ce que Facebook était là. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est eux-mêmes qu'on appelle business angel là. Donc, il y a eu Mark Olma, je crois, qui a été business angel au niveau de Apple, comme a dit Peter Thiel, au niveau de Facebook. Il y a le professeur de Google dont je vous ai parlé là, au niveau de Google, qui a mis $200 000. Donc, ce sont des gens, en fait, qui ont atteint un niveau où ils ont beaucoup d'argent. Imagine-toi quelqu'un qui a $160 millions. Quand il met $5 millions sur les startups en démarrage, là, c'est moins de, je ne sais pas, combien de pourcents de sa fortune. Mais il le fait parce qu'il sait que là-bas, là, le pourcent de gain est très grand. Donc, je dois mettre quand même un peu d'argent dessus. Mais on ne dit pas qu'il a mis tout son argent là-bas. Donc, ce n'est même pas pour des raisons de fraude fiscale, même des fois. C'est juste une bonne répartition des risques et une bonne captation des opportunités que d'avoir un peu d'argent sur des trucs hautement risqués, mais hautement rentables, et beaucoup plus de son argent sur les choses traditionnelles. Et c'est pour ça que vous voyez que même quand il y a des problèmes, ces grandes entreprises ne font pas faillite. Parce qu'elles ont mis juste un peu d'argent là-bas. Elles n'ont pas mis grand-chose. Donc, ça ne va pas vraiment leur poser problème s'il y a un problème. Mais vous considérez que le fait qu'elles aient mis genre 0,05% de leur trésorerie dans quelque chose, c'est que c'est bon. Ça te montre toute l'estime qu'elles ont pour la chose, que d'avoir mis que 0,05%. Ça montre qu'elles ont fait des études correctes, dans le sens où elles ont vu que quand même c'est recevable, mais elles ne vont pas s'engager à hauteur même de 5% ou 10%. Voyez ce que nous on fait. Ce que nous on fait, ou plutôt ce que vous faites dans le cas, parce que moi j'ai arrêté de faire ces choses-là, c'est de mettre 2 ans d'épargne, 3 ans d'épargne.
Je ne vous apprends rien. Quand on prenez les chiffres de l'agro-business, des gens ont mis 2 ans, 3 ans d'économie dedans. Récemment, on m'a dit qu'il y a un homme religieux qui avait mis l'argent de sa paroisse dedans. Il avait fait un premier tour qui s'était bien passé et le deuxième tour, ça s'est perdu. Donc, c'est quand il a été enlevé que le nouveau prêtre est arrivé, qu'il a expliqué aux paroissiens pourquoi l'argent de je ne sais pas quoi avait disparu. Donc, c'est ça, en fait, c'est là où il y a un problème. C'est que comme vous ne distinguez pas le bon de l'arnaque, vous mettez tout votre argent sur l'arnaque. Alors qu'eux, ils mettent petit. Donc, quand il y a un problème, ils ne sentent pas. Et ils mettent toujours beaucoup là où c'est plus clair. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que Goli, tu me comprends? C'est pas Goli. Est-ce que Milandou, tu me comprends? Oui, monsieur. Oui, coach. D'accord, ok. Bon, donc les gars, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre peut-être quelques cas là, et puis on va arrêter. Parce que moi, je dois voyager demain, donc je vais commencer à me préparer. Comme je l'ai dit là, je vais en Afrique centrale pour une mission. Donc je vais commencer à me préparer. Donc, on va faire au maximum 2 études de cas. Et l'idée des études de cas, c'est quoi? C'est que vous-même, en revisitant une expérience d'investissement de type arnaque, vous puissiez voir à partir des 4 critères qui ont été donnés, le ou les points qui ont posé problème. Donc ça, c'est le premier truc qu'on va faire. Et le deuxième truc, c'est de prendre quelque chose d'existant sur lequel on a des éléments et on va essayer de réfléchir, est-ce que ça valide ou pas le fait que c'est bon. Donc là, je vais vous demander, si quelqu'un le souhaite, c'est un peu délicat, mais c'est un partage d'expérience, de nous partager son expérience d'investisseur qui s'est fait rouler et de la partager de sorte que, à partir des 4 clés qu'on a enseignées là, il puisse dire maintenant que j'ai ces 4 clés, je me rends compte que tel point posait problème. Donc c'est comme si vous avez reçu un cours, vous êtes capable à partir du cours de voir maintenant que quelque chose est une arnaque a posteriori et après le deuxième cas, on va le faire a priori. Donc on va prendre quelque chose d'existant comme par exemple ce qui se passe dans le transport là, qu'on va essayer d'étudier. Mais dans le transport, comme j'ai dit, je n'ai pas les documents. Donc celui qui va prendre la parole doit nous donner les éléments clairs qui existent afin de nous aider à réfléchir. Donc premier partage d'expérience, une expérience malheureuse en investissement à partir de laquelle on va voir les clés qui pouvaient aider. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur Point, pour la première, moi je voulais revenir sur l'expérience de Cerisy Holding, qui était enfin, je crois que c'était un promoteur. C'était dans les années, je ne sais plus quand, 2013 et qu'on sort. Quand on a eu, ils sont venus présenter les documents avec choix de parcelles et tout, on s'est mis dedans. Et bien sûr, ça n'a rien abouti. Après, on s'est rendu compte que les prix qu'il a, je prends cet exemple là pour montrer, bon, on va dire encore que moi, mon pays là, c'est quelqu'un, c'était la même chose. Quand on avait un peu peur de l'immobilier, on était tout jeune, on venait d'arriver, on ne connaissait pas trop. On dit non, il y a un promoteur qui est là, on le connaît en Europe, il a même eu prix, c'était quel prix là? Il a eu un prix du Premier ministre concernant le marketing, enfin, concernant de l'entrepreneuriat et qu'on sort, tout. Il y a une même, je ne dirai pas son nom, il y a une star de la télévision, bref, qui faisait la publicité. Son siège était à, bon, maintenant, à NCA, l'immeuble d'NCA. On s'est dit à haut. Il était dans l'immeuble NCA au plateau, donc il ouvre, il faisait je crois que c'était 3 pièces salon, si je ne me trompe pas, à de l'ordre de 23 000. On a tous bondi dessus. Et c'était une association professionnelle. C'était les délégués médicaux de Côte d'Ivoire. L'association avait pratiquement ceux de la sous-région. Pour vous montrer que je ne doute pas des gens en face de moi qui avaient du niveau en griffe intellectuelle de BPC à bac plus 15. Ils sont se retrouvaient des professeurs là-dedans. Voilà. Donc, pratiquement tout le monde dans le milieu médical était au courant et il y a d'autres qui sont entrés dedans. Il y a des gens qui quittaient Sénégal pour venir payer, qui ont quitté Sénégal, qui ont quitté Guinée pour venir payer des terrains, des concessions. C'était des cités et tout, à Angré, à Bégerville et consorts.
Et ça n'a rien donné. C'est parti au tribunal et tout. Et il y a eu les grosses qui sont sorties, mais ça ne va pas quelque part. En fait, quand je regarde avec les 4, on s'est rendu compte que personne n'avait vérifié. C'est quand justement les maisons ont commencé à ne pas sortir que les gens ont commencé à regarder les contrats. Les gens ont commencé à voir si les terrains avaient, par exemple, la CD. On commençait à regarder les cas juridiques, justement, de l'immobilier. On était à quel niveau de l'acquisition, on était à quel niveau. C'est après, c'est quand on s'est rendu compte que comment dirais-je, le projet ne suivait pas, que les personnes ont commencé à se renseigner maintenant sur l'honnêteté du monsieur, sur, en fait, oui, on le dit, on le connaît, on ne voit pas, mais sous quel genre, entendu s'adressait vraiment à la diaspora et qu'on sort. Et donc, notre affaire a permis justement de sensibiliser, ça lui a fait, comment dirais-je, avorter beaucoup d'autres projets. Et des gens sont venus nous remercier, mais bon, nous, on a été, bref, on nous a dit merci, mais c'est tout ce qu'on a eu dans l'affaire, quoi. Tous nos sous sont pas récupérés. C'est une affaire on rentre peut-être maintenant dans 10 ans. Et je crois que vous n'allez pas récupérer vos sous. Non, c'est fini. Moi, j'ai déjà enterré ça. On est parti, vraiment, on a vu les notaires, on a vu la justice. Je peux vous montrer tout simplement. On vous dit, vous avez raison, la grosse est sortie, la décision de justice est sortie. On vous dit, il doit vous rembourser dès que le pourra. Ça veut dire quoi? Justement, madame Guy. Voilà, on vous dit, il va vous rembourser, vous avez raison, mais c'est dès que le pourra. Et le monsieur te dit que lui, il est en faillite, c'est fini. C'est pas la justice c'est pas la justice qui est en cause. Hein. Voilà. Ce que je veux vous montrer, vous avez fini? Non, allez-y. Parce qu'en fait, moi, je suis passionné, donc j'aime, quand mon feu là me prend là, je vais couper les gens. Oui, allez-y. Ce que je veux vous montrer, c'est que actuellement, je vous prends un exemple. Vous faites une affaire où vous prenez un engagement, c'est un exemple, de 100 millions avec quelqu'un qui a du mal à manger. Il vous lime dedans. Et puis vous allez vous dire en justice, on dit oui, il a tort. Mais qu'est-ce que la justice va faire? Il doit vous rembourser. Donc ce n'est pas un laxisme de la justice. C'est le fait que quand vous êtes en affaires là, vous n'évaluez pas, et je ne vous reproche pas, moi je fais mon meeting, c'est pas vous. Je peux dire, c'est pas dirigé contre vous. Quand vous faites une affaire, vous devez évaluer la capacité de l'entreprise qui est face à vous à honorer ses engagements. C'est pour ça que j'ai dit, par exemple, historique de rentabilité. Ça veut dire quoi, historique de rentabilité? Ça veut dire depuis combien de temps tu fais ce que tu dis que tu fais là. Et tu es fondé donc à me donner ce que tu me donnes. Vous avez pris un cas intéressant, un promoteur immobilier qui vous dit, je vais vous construire ceci, cela. Mais madame Yeto, je vais vous poser une question, pas à vous, mais à tous ceux qui étaient les bac plus 22 avec vous. Vous avez vu combien de cités de ce monsieur-là déjà faites? Pourquoi vous croyez que j'ai souscrit à Laurier? Néant. Moi, pourquoi vous croyez que moi j'ai souscrit à Laurier quand je voulais faire l'immobilier? Parce que nous qui sommes en Côte d'Ivoire, là, je ne sais pas pour vous qui êtes en France, mais nous sommes en Côte d'Ivoire, là, on connaît tous les cités de Laurier. Tout le monde a bien entendu Laurier. Laurier fait maison, ça fait longtemps. Moi, je suis allé en entreprise, quand je me travailler là. Les gens que j'ai trouvés qui étaient en carrière, qui vont là à la retraite cette année-là, ils ont acheté leur maison chez Laurier. Donc, je savais que Laurier allait sortir ma maison. Parce que Laurier fait des maisons depuis 30 ans. Maintenant, ce que je ne savais pas, c'est que les règles des maisons ont changé. C'est que maintenant, les promoteurs livrent des maisons aux gros œuvres. Ça, je ne savais pas. Donc, j'ai eu l'impression que Laurier m'a roulé. Et nous tous ici, on a l'impression, ici dans la cité, qu'ils nous ont roulé. Mais j'ai appelé le coach Kone Sissoko, que vous connaissez, coach en immobilier. Elle m'a dit, hé, petit frère, maintenant, là, c'est comme ça. Oh. Ils font les jolis dessins, là, mais ils ne finissent pas les maisons des gens. Parce que les finitions, là, ça coûte trop cher maintenant. Donc, on te fait juste ta maison. Et puis, toi-même, tu amènes les carreaux que tu veux, le robinet que tu veux. Donc, j'ai compris que, moi, je pensais que Laurier m'avait roulé. Mais apparemment, si je vais à Batim aussi, ils vont me livrer une maison qui n'est pas finie, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un ne peut pas vous dire, je vais faire une cité pour vous, et il n'a jamais fait de cité. Est-ce que le monsieur l'avait déjà fait un programme immobilier bouclé que vous avez validé en termes d'existence? Et quand je dis un, là, c'est au moins, je vous pose la question, de ce que vous avez, on vous a dit quoi? Peut-être que... Je vous ai dit, c'est néant, c'était rien. Après, on s'en dit les contrats qu'il avait signés avec les trois prostituées étaient du faux. C'est pas après que vous devez vous rendre compte. Justement, Je veux dire que quelqu'un a fait une cité là.
quelqu'un a fait une cité là, je veux dire, la cité est préexistante à votre relation d'affaires. Donc, s'il n'y a pas de cité préexistante, c'est qu'il n'a jamais rien fait. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas lié à la Côte d'Ivoire. C'est lié à comment, justement, vous êtes capable de distinguer une bonne opportunité d'un fouteur de merde. Un fouteur de merde, en général, il n'a jamais rien fait. Ou ce qu'il a fait là, il n'a pas tout à fait fait. Par exemple, le gars de DC Immobilier qui dit qu'il avait 2 sociétés en France, là. Quand on allait vérifier, là, les sociétés sont en faillite. Il y a quelqu'un qui a fait le travail de recherche. J'ai laissé mes affaires en France pour revenir au pays à l'appel du président. N'importe quoi, tes entreprises sont en faillite. Donc, tu n'as rien laissé pour revenir. Tu es en faillite en France. Mais c'est après coup que les gens sont allés faire les recherches. Sinon, avant coup, la cible va bouffer son argent. Mais après qu'on va vérifier que le gars lui-même, là, c'est en bizarre. Pareil pour le gars de l'Iplimal. Il était dans un autre deal d'une crypto-monnaie qui a fait faillite. Donc, aujourd'hui, que sa crypto-monnaie a lui fait faillite, c'est maintenant les gens vont se rendre compte que, mais avant l'Iplimal, lui, il était sur tel autre projet. Mais c'est des questions qu'on se pose avant, pas après. Et c'est le but de notre meeting de ce soir. En vous donnant les 4 clés, c'est que quand quelqu'un vient vous dire, je peux te donner ça. OK, tu donnes ça depuis quand, à qui, et que je peux vérifier. Et si tu n'es pas capable de répondre à cette question, l'autre chose s'arrête là. Parce que ce n'est pas mon argent, tu vas tester ta compétence. Si tu es compétent pour faire des maisons, il doit trouver des maisons que tu as déjà faites. Si tu es compétent pour faire de la rentabilité en bourse, il doit trouver des gens. Pourquoi vous croyez que je communique sur mes résultats? Pas seulement les miens, mais sur ceux que j'ai formés. Pourquoi je vous dis que Guillaume Yeboah a gagné l'argent en 2017 de 1,5 million? Parce que ça valide notre compétence. Le fait d'avoir des gens qui gagnent l'argent depuis des années avec nous. Donc, vous ne pouvez pas me confondre avec un tantampion qui commence maintenant. Parce que le tantampion, il n'a formé personne qui gagne quoi que ce soit en bourse. C'est pour ça que l'école de bourse est en train de gagner la partie. On a franchi 100 personnes formées par mois. Le mois passé, on est en fait, on va continuer à grandir. Parce que les gens voient un historique, une communauté, des gens qui gagnent depuis des années sur des stratégies claires. Si tu ne veux pas faire trading, tu ne fais pas. Il y a une stratégie pour toi. Ça s'appelle rente. Tu veux faire ton négocier, tu fais. Tu assumes les conséquences de ça, etc. Tout est clair. Donc, si tu ne veux pas perdre d'argent, tu sais ce qu'il faut faire. Je veux gagner beaucoup aussi, tu sais ce qu'il faut faire. Et la communauté est là par le partage d'expérience pour valider ce que le gars raconte dans ses articles. Historique. Historique. Quelque chose qui te donne un recul sur ce que le gars dit qu'il peut faire. Et vous devez, vous dans votre cas, quand vous parliez, je ne suis pas spécialiste de l'immobilier, hein, donc je ne peux pas vous dire non, est-ce qu'il avait l'ACD, machin. La seule question qui m'est venue, c'est est-ce que son historique soutenait ce qu'il vous disait qu'il pouvait faire? Et votre réponse montre que non. Ça veut dire que ça s'arrêtait là. Vous n'allez pas ramasser tous les délégués médicaux pour un projet que le gars qui dit qu'il peut faire là, il n'a jamais fait ça nulle part. Est-ce que Mme Ilato, ça va? La Côte d'Ivoire n'y est pour rien dans le problème. Je ne peux pas dire non. Quand je suis ivoirienne, je suis obligée de mettre mon pays dedans. Mais il ne peut pas indexer un pays que pour moi. Il n'y a pas comme moi, c'est mon village. Voilà, le pays n'y est pour rien. C'est pour ça qu'on a créé l'école. Non, bien sûr, le pays n'y est pour rien. C'est international. Pour aider les populations à comprendre que, du point de vue de l'argent, là, vous avez une responsabilité en termes d'analyse critique. Vous ne pouvez pas supposer que le pays va mettre en place les choses, comment le pays. Non, non, non. Partout, il y a des arnaqueurs, même aux États-Unis. Donc, ça veut dire que les arnaqueurs, là, ils sont forts. Ils sont capables, même aux États-Unis, de trouver la possibilité de faire. Donc, le vrai dispositif, c'est l'éducation financière des populations. Et moi, je suis content aujourd'hui qu'il y ait de l'éducation financière dans les écoles, même si, bon, je ne suis pas forcément content de la façon dont ça se fait, parce que les gens qui vont le faire eux-mêmes, je ne sais pas s'ils sont compétents pour le faire. Moi, quand ma femme, parce qu'elle est enseignante, il y a quelques années, on a dit que vous devez enseigner l'entrepreneuriat. Ok, on enseigne l'entrepreneuriat, mais nous-mêmes, on ne sait pas ce que c'est. C'est ça aussi notre problème des fois. On a de bonnes idées, mais on les déploie mal. Donc l'État aurait dû, ils sont en train de faire ça, former le corps pédagogique avant de dire qu'ils vont former les enfants ou les je ne sais pas quoi. Donc c'est en train d'être un peu rattrapé sur cette question-là. Mais la vraie, je vais dire, le vrai dispositif, c'est de rendre les gens compétents. En rendant les gens compétents, ça réduit les risques. Aujourd'hui, les gens de l'EDB, là, je ne dirais pas que vous ne vous ferez plus jamais arnaquer, mais vous avez quand même un recul. Quand les gens viennent vous parler, vous avez un recul. Vous m'envoyez les éléments, on se parle, on parle dans les communautés. Vous avez un recul. Vous n'êtes plus là et puis vous croyez au premier venu. Et c'est ce qu'on essaie de faire. De donner aux gens les clés
pour voir les choses. Sinon, l'État même se cherche même où il est. Donc, ça, c'est bon. On va faire le deuxième cas avec maintenant un cas du présent. Donc, quelqu'un qui est au fait. Ah, quelqu'un d'autre? Ou bien c'est encore moi? Non, quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un qui est, par exemple, avec le transport ou bien quelque chose d'autre, mais quelqu'un qui est face à une opportunité d'investissement pour laquelle il a des doutes. Il va nous partager les éléments disponibles et ensemble, à partir des 4 clés que je vous ai données, on va essayer de mettre un jugement dessus. Donc, qui a quelque chose à partager qui peut nous aider? Oui, allô, coach. Allô, oui, bonsoir. C'est qui? Kamagate Badiou. Ok, allez-y. Moi, je voulais partager, par exemple, mon expérience sur les VTC. Bon, je ne sais pas si je peux dire le nom, c'est KDS, pareil. Bah, allez-y, ça peut aider. Voilà, voici une entreprise qui... Moi, je ne la connaissais pas, mais je ne l'ai pas posé aujourd'hui avec les NC, que je ne me suis pas posé des questions, mais ils m'ont envoyé un courrier, ils m'ont fait une proposition d'affaires. Bon, je me suis dit, comme je fréquente un peu les milieux d'investissement, peut-être c'est par là qu'ils ont eu mon contact. Et donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont envoyé un courrier pour dire, bon, voici ce que nous on propose. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je crois que je devais donner 3 millions et puis eux, ils me versaient, je crois, 300 000 chaque fin du mois et au bout de 2 ans, le véhicule me revenait, ainsi de suite. Donc, ça faisait une rentabilité, je dirais peut-être de... quand j'ai calculé le taux de rentabilité sur le business, j'étais autour de 150% quoi, des bénéfices. Alors, moi, donc là, ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, faites-moi une proposition de contrat. Donc, ils m'ont envoyé une proposition de contrat. Bon, Dieu merci, j'ai un avocat. Donc, j'ai fait suivre le document à l'avocat pour l'analyser. L'avocat en retour m'a dit, bon, OK, voici cette partie du contrat-là. Ils disent qu'ils vont te mettre un véhicule à disposition. Qu'est-ce qui prouve que toi, tes 3 millions, tu vas donner là, l'argent, le véhicule qu'ils vont avoir là, c'est ce véhicule-là. Donc, il faut exiger, l'avocat a dit, il faut exiger qu'il ait ton nom sur la carte grise. Donc, bref, l'avocat a donné 3 ou 4 astuces qui évitaient l'arnaque, quoi, qui les empêchaient, eux, de faire d'aller au bout de leur affaire. Et donc, comment j'ai retourné le courrier, j'ai dit, bon, voici les parties de votre contrat, les articles de votre contrat qui ne me conviennent pas. Et donc, est-ce que vous pouvez les modifier pour que moi, il n'y a pas de problème. Si vous les modifiez, moi, la semaine qui vient, si vous voulez, vous passez à mon bureau, je vous donne l'argent cash ou bien je vous donne un chèque. Donc, et là, après, ils m'ont dit, bon, OK, ils vont me revenir. Et j'ai vu, au bout de 2 semaines, ils ne me revenaient pas. Donc, j'ai relancé. J'ai dit, ah, mais vous dites, vous allez me revenir. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. Parce que moi, ça me gêne. Hein. Moi, je ne peux pas immobiliser de l'argent comme ça pour vous attendre. Et c'est là, maintenant, ils vont me retourner pour dire non, eux, ils ont des contrats figés et qu'ils ne font pas le contrat au cas par cas. Donc, j'ai dit merci. Donc, bref, c'est mon expérience que je voulais partager avec notre communauté pour dire qu'il y aura des tentatives. Et face à ces tentatives-là, il faut rester très serein. Si tu n'as pas de conseiller juridique pour t'accompagner, alors il faut faire la méthode de Brice Kwao. Il faut voir l'historique de l'entreprise. C'est ce que je voudrais partager avec l'ensemble de la communauté. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, de ce que tu nous dis de KDS, effectivement, c'est ce qui était prévisible, c'est que les contrats sont standards. Maintenant, quel nom est sur la carte grise? De ce qu'ils t'ont dit. De ce que l'avocat a dit. Voilà. Si le véhicule sortait, eux, c'est leur nom qui allait être, parce qu'eux, ils disent qu'ils vont exploiter le véhicule et chaque mois, ils vont me donner 300 000 et au bout d'1 an, le véhicule me revenait. Si le véhicule sortait, le véhicule est censé sortir comment? Parce que moi, je n'ai pas encore compris leur affaire de je prends tes 3 millions, mais je sors un véhicule, je raconte n'importe quoi, qui en vaut 9. Les 6 millions là viennent d'où? D'après eux, c'est eux qui complètent. C'est ce qu'ils disent. Donc, eux, ils ont, c'est un exemple, je prends. Hein. Toi, tu as 3 millions à donner
Ils ont, je raconte n'importe quoi, 6 millions à compléter. Ils ont 100 souscripteurs. Ça fait 600 millions qu'eux, ils vont aller chercher pour compléter. Et puis, ils vont faire tourner la voiture pour venir vous rembourser votre RSI sur la partie de 3 millions. Mais la question, c'est pourquoi ne pas prendre les 600 millions pour acheter des voitures en propre? Pourquoi avoir besoin de 300 millions de quelqu'un d'autre et l'intéresser à la rentabilité du business? Je ne sais pas si tu comprends là où je veux en venir. Si j'ai déjà 600 millions pour des voitures, je ne dirais pas pour 100 voitures, mais pour des voitures, j'achète les voitures correspondantes et puis je commence à les exploiter. Pourquoi je veux forcément l'argent des autres pour compléter je ne sais pas quoi, pour leur donner je ne sais pas quoi? Est-ce que quelqu'un a une autre, quelqu'un a une autre contribution, je veux dire, qui peut nous appuyer dans la réflexion sur ce point-là? Oui, coach, je voudrais faire une contribution. D'accord, allez-y. Et dans ce qu'il propose, puisque moi aussi j'ai eu à les écouter par EKDS particulièrement, il y a divers contrats. Tu vois, dans le cas du monsieur qui vient d'exposer, c'était 3 millions. Mais à l'idée déjà, les véhicules qu'on utilise actuellement pour faire le transport tournent autour de 5-6 millions. Donc, il y a des options où vous pouvez peut-être apporter 1,5 million et la voiture ne vous revient pas. Tu vois. Donc, l'idée ici, c'est peut-être de collecter, de mettre 3 personnes sur un véhicule. Celui qui apporte 3 millions, la voiture lui revient au bout d'une année. Et les deux autres qui apportent 1,5 million ne sont pas bénéficiaires du véhicule après une année. Donc, c'est une association et d'acquisition du taxi, en fait. C'est ce que moi, j'ai compris de l'analyse que j'ai eu à faire. Ils mutualisent des gens et l'argent cumulé des gens permet d'acheter des taxis. Eux, ils gèrent le taxi, ils dégagent une rentabilité économique à partir de laquelle ils payent des RSI, donnent une rentabilité financière aux investisseurs. Et en fin de compte, ils donnent le taxi, entre guillemets, au gars qui investit le plus d'argent. C'est ce que moi j'ai compris. Voilà, ok. De ce point de vue-là, alors ce qu'il faut voir, c'est de mettre ensemble les différents, comme tu dis là, retours sur investissement proposés pour voir est-ce que ça tient la route d'un point de vue économique. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le transport, qui dit, OK, si on prend ton cas, 1,5 million, 1,5 million, 3 millions, ça fait 6 millions. 6 millions, ça achète à peu près une Alto ou une Suzuki Swift. Et si ça achète Swift même, je ne sais pas si ça achète Celero. Swift là, c'est 7 millions, 5, un truc comme ça. Donc, ça achète quelque chose comme ça. C'est censé rapporter. Non, on va faire simple même. Ça peut payer Alto. 6 millions quand même, ça peut payer Alto. On va laisser Celero ou même Swift là. Ça paye une Alto. Une Alto en termes de transport est censée rapporter combien par jour et ça rapporte combien par mois. Je vous pose la question, si quelqu'un a été dans le transport, qu'est-ce que c'est censé donner par mois? Soyons concrets, soyons pratiques. On est dans un cours d'investissement, on analyse des arnaques. Personne n'a fait le transport parmi nous. Bonsoir, coach. Bonsoir, allez-y. Oui, moi, je veux intervenir. Par jour, ça fait 15 000 francs par jour. D'accord. Dans le mois, ça te fait 450 000 francs. Donc, une voiture, dans le mois, ça fait quel genre de voiture? Ça va. Parce que moi, j'ai fait Yango. Oui. Moi, j'ai fait Yango et avec les Yango, par jour, tu peux avoir au moins 50 000 par jour. Non, ce qui revient au propriétaire de la voiture. Déduction des charges faites. Bon, Yango, la recette par jour, c'est 60 000. 60 000, tu enlèves carburant 20 000. Donc, ça te reste. Mais Yango, c'est un nouveau modèle économique. La plupart des assurances de transport dont on parle là, c'est l'assurance traditionnelle là. Est-ce que ceux-là, quand ils prennent vos voitures là, c'est pour Yango? Non, coach, Yango là même là, 20 000. On ne sait pas à quoi sert la voiture. Ça peut être du Yango comme ça peut être des taxis compteurs. Non, en fait, ce que je veux dire, je pense pas qu'ils définissent l'exploitation des voitures. Ça peut être même de la location. On ne va pas parler tous à la fois. On a eu une personne qui a fait une contribution avec Chiffré. L'autre a complété en disant que pour Yango, je gagne plus. Quelqu'un, fermez vos micros, s'il vous plaît. Ça fait écho. OK. Donc, on a deux chiffres qui sont sortis. On a taxi ordinaire que moi, je peux confirmer parce que moi, j'ai fait du taxi avec ma femme, 15 000 par jour. Et puis, Yango, dont je n'avais pas les chiffres,
ils sont à 40 000 par jour. Donc, moi, ce que je pense, on va analyser avec l'un et l'autre pour voir. On prend le cas de taxi ordinaire, 15 000 par jour. On peut retrouver même ce chiffre-là sur Made in Africa. Parce qu'il y a eu un Made in Africa sur le business des taxis. Attendez, s'il vous plaît. Il y a eu un Made in Africa sur le business des taxis. Donc, le 15 000 par jour, on peut le confirmer avec eux. Ça a été dit aussi dans le documentaire. Donc, si on prend 15 000 par jour, ça fait 450 000 par mois. Donc, une voiture ne pourrait pas générer 600 000 par mois si on considère un taxi normal. Alors que l'esprit de mutualisation dont tu parlais tout à l'heure, là, c'est-à-dire même 3 personnes ensemble, là, celui qui a mis 3 millions, c'est un exemple, il gagnait, je crois, 300 000. Les autres, je suppose, gagnent 155 000. Ça fait 600 000 de trucs qu'on doit verser à chacun. Donc, avec un taxi normal, c'est pas censé générer autant d'argent. Est-ce que déjà tout le monde le voit pour la possibilité, pour le cas du taxi normal? À partir des chiffres d'un taxi normal. Après, on analyse les chiffres du Yango. Oui, pour un taxi normal, ça ne peut pas. Ok. Ça Donc, on est tous d'accord que s'ils prennent nos voitures, notre argent, pour nous mettre en mutualisation, pour faire un taxi normal, ils ne peuvent pas payer ces RSI là. Maintenant, s'ils font Yango, on est censé trouver, parce que c'est pour ça que je dis que comprendre le modèle économique là, c'est poser ce type de questions là. Vous ferez quoi avec la voiture? Vous ferez du transport? Quel type de transport? Parce que si tu n'es pas capable de me dire la vérité, ce que tu veux faire ma voiture, pourquoi tu veux que je te donne 3 millions? Donc, si c'est Yango tu veux faire, on est censé retrouver les voitures là dans le truc de Yango là. L'entreprise Yango, elle existe. Elle peut dire, effectivement, on est partenaire avec KDS. On est partenaire KDS et notre partenaire porte sur, je raconte n'importe quoi, sur 100 voitures, dont la voiture immatriculée dont vous parlez. Donc, ce que je disais, c'est qu'au niveau de Yango, s'ils font Yango, on peut retrouver des éléments là-bas. S'ils font Yango, le frère a donné ses chiffres, 40 000 par jour. 40 000 par jour, s'il travaille 6 jours, ça fait 240 000. Un mois, ça fait plus ou moins 1 million. Donc, avec Yango, tu as 1 million par mois et tu peux, comme ça s'appelle même, tu peux sortir effectivement une rentabilité de 600 000 pour donner à chacun. Maintenant, donc ça veut dire que du modèle économique, ça tient. Il faut juste vérifier est-ce qu'effectivement ils font Yango, si c'est le cas en tout cas, et est-ce que Yango peut sortir une liste de voitures en affiliation avec KDS. Ça, c'est le cas. Maintenant, si c'est Yango, ça c'est les 1 million par mois, ça c'est quand le véhicule travaille les 30 jours sur 30. Voilà. Maintenant, bizarrement, ces véhicules-là aussi ne font pas Yango. Ils sont en taxi. C'est vrai que maintenant que tu le dis, les KDS là, on les voit sur des taxis rouges. C'est vrai. Voilà. Maintenant que tu le dis, je me rappelle que j'ai vu sur des taxis rouges. Les gars, est-ce que vous avez remarqué ça tous? KDS, on voit ça sur des taxis rouges et non sur des Yango. Maintenant, mais frère, coach, il peut être en rouge et puis faire Yango de temps en temps. Hein. Ça, j'ai appris ça aussi. Oui, il peut faire ça. Mais coach, genre il se cache un peu. Excuse-moi, sur les taxis, je voulais faire une contribution. Vas-y. Coach, je veux faire une contribution. En mettant sur les taxis rouges, ils se font une publicité. Parce que s'ils mettent tout en Yango, on ne verra pas. Tu vois, aujourd'hui, on en parle parce qu'on voit au moins des taxis brandés. Donc, il y a ce point-là aussi qu'il faut prendre. Non, mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'on a supposé qu'ils sont en Yango juste parce qu'on veut estimer qu'ils font quelque chose de logique. Hein. Sinon, nous, on n'est pas censé... Quelqu'un qui prend ton argent, ce n'est pas censé suppuquer, justement. On suppuque parce que les informations ne sont pas claires. Je ne sais pas si tu comprends. Quelqu'un dit, donne-moi ton argent, j'ai fait du transport. Il n'est même pas capable de te dire quel type de transport il fait. C'est pour ça qu'on est en train de demander comme ça. Sinon, s'ils avaient dit clairement au monsieur, on va prendre ton argent pour faire Yango, on n'aurait même pas fait la discussion. On aurait pris les chiffres qu'il a dit, on aurait comparé à la rentabilité de Yango, on aurait avancé dans la réflexion. Mais vous voyez que là, on ne sait même pas, et ça c'est une insuffisance. On ne sait même pas quel type de transport est fait, donc on ne peut pas valider la rentabilité qui est donnée. Maintenant, depuis combien de temps KDS existe? On va partir du côté de l'historique de rentabilité. Depuis combien de temps KDS existe, depuis combien de temps ils proposent et ils arrivent à... Et on peut prouver les rentabilités, c'est-à-dire on a une AG ou mais je ne sais pas. En fait, on a des chiffres qui sont là, on a une communauté qui est là, et des gens sont payés, on peut le vérifier pendant je ne sais pas. Est-ce que ça existe? Sur KDS, est-ce que ça existe? En tout cas, coach, comme moi j'ai fait mes recherches là, je n'ai pas eu d'historique. Je n'ai pas eu d'historique. Je me suis même permis
d'aller voir, de chercher à rencontrer le promoteur. Mais comme vous le savez, en pareille circonstance, le promoteur lui-même, on ne le voit pas. Mais on m'a juste donné son nom, tout et tout. Puis je voulais faire un autre additif. Tu vois, il utilise le nom EKDS. Sincèrement, ça m'a fait tiquer parce que moi, je connais quelqu'un qui a une entreprise, qui est un entrepreneur bien prospère, bien connu dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui s'appelle KDS. Je le connais personnellement. Et je sais que lui aussi, il a une partie qui fait du bitume qui s'appelle EKDS. Donc, vous pourrez faire les recherches sur Google, vous voyez, et ça porte souvent à confusion. Donc, c'est l'additif que je voulais faire. J'ai jamais vu. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une contribution sur l'historique de rentabilité? Est-ce qu'on a un historique qui nous permet de réfléchir? Bon, pour les entreprises, là, on peut parler aussi de Sotok, parce que Sotok est venu avant KDS. Bon, si on parle de tout à la fois, on ne va pas finir, parce que moi, je dois arrêter pour aller me préparer pour mon voyage. Donc, comme on est sur KDS, on va boucler. Ce qu'on va retenir sur KDS, là, vous pourrez faire le propre exercice de Sotok et puis mettre ça dans le groupe. Comme parlons d'argent et un groupe, on pourrait poursuivre la discussion avec Sotok. Dans tous les cas que vous voulez. On peut rester dans le transport pour ne pas que les gens aillent dans tous les sens. Donc, s'il y a un autre encore, j'ai vu qu'il y en a qui sortent à chaque fois. Vous prenez, vous déposez. Voici le contrat qu'ils m'ont envoyé, voici les éléments, et vous en faites des échanges. Moi, si on travaille sur les arnaques, donc lâchez-vous, le groupe est ouvert. Voilà. Mais bouclons, s'il vous plaît, KDS. On va se donner encore, on est à 1 minute 48, 1h48 d'enregistrement. On va se donner encore maximum 10 minutes pour boucler. Donc, au niveau de l'historique, je vois que vous n'avez pas répondu et je pense que ça veut dire ce que je pense, il n'y a pas d'historique. Je veux dire, on n'a pas un recul suffisant sur tout ça. Peut-être que c'est des choses qui ont commencé l'année passée, maximum cette année. Donc, on n'a pas encore assez d'éléments qui valident le fait que les gens reçoivent effectivement leur recette et donc peuvent venir défendre le fait que ça existe. On avance avec les leviers de contrôle. Est-ce que vous avez des leviers de contrôle dans le contrat? C'est-à-dire, est-ce que s'il y a un souci, vous pouvez venir saisir le véhicule? Est-ce que vous avez des informations progressives sur l'activité? Ceux qui ont souscrit ou ceux qui ont été approchés. Est-ce qu'il y a des leviers de contrôle sur l'activité? Non, justement, c'était ça, c'est un moyen de pub pour eux, justement. Parce qu'ils te disent, non, toi, tu nous donnes les 3 millions, nous, on te paie un versement, quelle que soit la situation, nous, on te garantit le versement. Et donc, tout le monde sait ce qu'il y a dans les taxis. Ils te disent, bon, OK, nous, on va t'épargner les problèmes de gestion des chauffeurs, les problèmes de vidange, les problèmes de cas de transport, nous, on va t'épargner tout ça. Donc, toi, tu donnes ton argent seulement et puis tu es assis chaque fin du mois et ils viennent te donner ce sur quoi vous êtes entendu. Ça, c'est ce qu'ils mettent dans leur contrat. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, coach, moi, je vais intervenir un peu. Je dis non. Je dis non parce que c'est ce qui a causé le problème avec l'autre monsieur qui venait de parler. Il a exigé à ce qu'on mette son nom sur la carte grise, ils ont refusé. Donc, il n'y a pas de levier. D'accord, OK. Donc, effectivement, je te donne de l'argent. Je suis censé me donner un RSI. S'il y a un problème, quels sont les moyens d'action que j'ai? Par exemple, est-ce que, je ne sais pas, tu me donnes les éléments de la voiture, carte grise, tous les éléments. En fait, tu me donnes quelque chose qui me permet d'aller saisir la voiture au cas où. Manifestement, ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment, je te donne de l'argent et j'espère que tu me donnes mon RSI. Si ce n'est pas le cas, bon, voilà quoi. Dernière chose, le cadre juridique. Est-ce que l'investissement collectif dans le transport est réglementé par la loi de sorte qu'il y ait un gendarme? Je n'en ai pas parlé dans le cours. Le cadre juridique, c'est aussi l'existence d'un gendarme permettant de défendre vos droits en cas de litige, comme ça est le cas sur les marchés financiers. Donc, sur les marchés financiers, nos dividendes sont payés. Et s'ils ne sont pas payés, aucun de vous, aucun de nous n'a jamais fait de grève pour ça. Aucun de vous, aucun de nous n'a jamais vu à la télé une grève des actionnaires dont les dividendes n'auraient pas été payés. Aucun de vous ne peut m'arrêter là et me dire non, coach, j'ai vu en Chine, là, ils n'ont pas payé les dividendes alors qu'ils les ont annoncés. Personne. Chaque fois que les dividendes sont annoncés, ils sont payés. Parce que dès que tu annonces un dividende, c'est une procédure qui s'enclenche.
Donc, tu ne peux pas te dérober à ça. Parce qu'on ne t'a pas forcé de dire il y a dividende. Donc, si tu dis il y a dividende, tu payes. Donc, il faut qu'il y ait des règles claires pour que quand quelqu'un dit je vais te donner 300 000, il soit dans un certain sens contraint à le faire parce qu'il s'est engagé à le faire. Donc, est-ce qu'il existe un cadre juridique permettant aux investisseurs de taxis de défendre leurs droits en cas de litige, de sorte que si la société ne réalise pas ses engagements, ils puissent agir en fonction du cadre qui est déjà défini. Est-ce que ça existe? Tu vas aller porter plainte à la police, tout simplement, puisque vous avez signé un contrat. Tu vas aller dans le droit général. Et le droit général, comme vous l'avez compris, en réfère aux capacités des entités. C'est-à-dire, on va condamner KDS, on va condamner les agrobusiness, on va les saisir les actifs existants. On va aller sur le compte bancaire, on va dire, ah, on a trouvé par exemple 1 milliard, on va prendre pour vous donner. Mais si on va sur le compte bancaire qu'on ne trouve rien, c'est comme tout affaire commercial. Oui, il te doit, mais il n'y a rien pour te payer. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut que, par exemple, les flottes des voitures là soient dans un contrat sous forme de biens en garantie, de sorte que les souscripteurs, s'il y a un problème, puissent à tout moment saisir la flotte de véhicules et, comme on l'a dit là, l'exploiter pour récupérer leur capital au moins. Mais si la flotte de véhicules est au nom, par exemple, du fondateur, excusez-moi, et qui fuit avec les voitures, un convoi tranquille là, il fait un rebranding, il met la peinture noire, il dit c'est cortège de funérailles, et puis il s'en va avec les voitures. Je veux dire, qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce qui vous reste pour pouvoir récupérer vos sous, puisque l'élément d'actif principal de ces sociétés-là, c'est la flotte de véhicules. Donc, il aurait fallu que peut-être le cadre juridique intègre la flotte de véhicules comme un élément de garantie des souscripteurs, au moins jusqu'à ce que le contrat soit éteint. Là, maintenant, la flotte revient à qui elle doit revenir. Mais pendant que le contrat est encore en vigueur, toutes les voitures sont dans un, je ne sais pas, on crée une forme juridique là et puis on met ça dedans. Ça appartient à temps et vous pouvez mobiliser ça, vous pouvez saisir ça en cas de souci. Je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Est-ce que quelqu'un peut compléter, est-ce qu'il y a des additifs sur ça? Ok, donc de ce que je retiens, moi je n'ai pas souscrit, hein. Je n'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus, hormis ceux que je lis comme vous savez là. Mais ceux qui parmi vous ont fait ce meeting-là et qui ont été un peu plus proches de l'activité, les éléments d'information qu'ils nous ont donnés, moi personnellement, ça ne m'encourage pas à aller souscrire. Voilà. Je ne vais pas dire ici que KDS est une arnaque. Je vais dire ici que KDS ne remplit pas les conditions d'une bonne opportunité d'investissement pour moi. Quelles sont ces conditions-là? Il faut que le business model, je le comprenne. Donc, que je sache effectivement dans quoi vous mettez mon argent, dans quel type de transport, ça génère quoi à la base et à partir de quoi vous me payez. Ça, c'est un. De deux, il faut un historique qui soutient le fait que vous êtes capable d'honorer votre promesse. Ce qu'il n'y a pas aussi ici. Il faut qu'il y ait des leviers de contrôle. Je ne veux surtout pas être dans des relations d'affaires où je mets mon argent et puis entre deux dates, je suis en train de prier. Ce n'est pas comme ça qu'on investit. Ici, il n'y a pas de levier de contrôle, il n'y a pas d'éléments sur lesquels je peux agir. Et 4, le cadre juridique est général. Donc, si j'ai un problème, je porte une plainte générale, on va poursuivre. Si on trouve quelque chose en général, on va le vendre en général pour me rembourser avec les autres sociétés en général. Ça ne m'arrange pas en fait. Ça ne m'arrange pas. J'ai besoin d'éléments très précis quand j'engage mon argent. Donc, je ne sais pas pour vous, mais c'est mon avis sur toute cette histoire-là. Est-ce que quelqu'un a une autre contribution sur ça? Et puis, on va commencer à se dire au revoir. Puis, moi, je vais aller préparer mon voyage. Dernière contribution ou question sur l'étude de cas qu'on a faite sur KDS. Moi, comme c'est moi qui ai présenté le tableau, moi, je voudrais donner mon point de vue. Hein. Moi, dans tous les cas... D'accord, pas vite. Voilà, moi, je n'ai pas souscrit parce que je ne voyais pas de visibilité. Donc, du coup, moi, je n'ai pas souscrit. C'est ce que je voulais. Ça, moi, ça n'engage que moi. C'est vrai que je vois des voitures dans la ville, c'est brandé EKDS, mais moi, je n'ai pas souscrit. D'accord, ok. Qui d'autre a une contribution? Bon, moi, j'avais une autre étude de cas, mais bon, comme non, on ne pourra pas. On a fait 2 aujourd'hui, ce qui est très rare pour parler d'argent.
Donc, je pense que je ne vais pas abuser de votre temps et je ne vais pas réduire le mien. Parce que là, j'ai vraiment pénalisé ma famille. On a eu un anniversaire toute la journée et là, je suis à vous toute la nuit et je voyage demain. Donc, finalement, ils ne m'auront pas vu du week-end. Mais bon, ce sont les affaires aussi des salariés entrepreneurs. Là. Donc, merci à tous et à toutes pour votre présence. Je pense que ce mois-ci, on a bien travaillé. Comme j'ai dit là, vous avez les 4 clés. Le groupe Telegram, il est ouvert. Donc, vous pouvez débattre tout au long du reste du mois d'octobre sur des opportunités d'affaires que vous recevez et essayer de faire passer ces opportunités-là dans le filtre. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Je serais, comme on dit, en formation en Afrique centrale. Donc, je vais regarder de très loin les discussions des groupes là. Mais si je reviens, je pourrais peut-être donner des contributions et tout ça. Donc, merci en tout cas pour les différents partages. Vous étiez 120 aujourd'hui. Là, on finit à 116. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est pas encore la foule que je veux, mais je suppose qu'on est les pionniers de quelque chose. De la façon dont on a créé le groupe Facebook en 2015. Et puis maintenant, ils sont 53 000 là-bas. Là, chez Telegram, vous êtes 1500 plus ou moins, avec 120 personnes présentes dans les meetings. Bon. Mais en tout cas, vous pouvez rajouter vos amis. Vous voyez vous-même ce qu'on fait. Comme je dis, il y a un historique. Vous êtes là depuis 6 mois. Vous voyez ce qu'on fait. Donc, vous pouvez rajouter vos amis, rajouter vos connaissances. Tous ceux qui veulent réfléchir au sujet de l'argent. Le groupe Parlons d'argent existe. On débat chaque mois d'un thème. C'est gratuit. Et puis après, chacun en tire toutes les conclusions qu'il veut pour ses propres investissements. Donc, merci pour votre présence. Merci pour votre contribution. Et je vais finir avec quelques informations sur l'école de la bourse de nos prochaines activités. Donc, comme vous savez, nous formons à l'investissement en bourse. La prochaine rencontre aura lieu le 5 novembre. Donc, c'est en présentiel. Maintenant, il y a le cours en ligne qui est disponible sur le site wari-academy.com. Donc, si vous êtes dans Parlons d'argent et que vous ne savez pas dans quoi investir, la bourse peut être un support pour vous et on peut vous former dans ce sens-là. On a aussi des cours sur l'immobilier en partenariat avec NS Immobilier de M. Guillaume Yoboué. Donc, pour ça aussi, vous m'écrivez en privé. Je vais vous donner le lien d'inscription. Guillaume a ses propres dates que vous verrez. Et puis, voilà. Dernière chose, donc ça, c'est pour ceux qui sont novices. Donc, qui n'investissent ni en bourse, ni en immobilier. Moi, j'investis dans les deux. Pour ceux qui sont déjà dans l'activité, au niveau de EDB Immobilier, on est en train de travailler avec Guillaume Yoboué pour qu'on ait des opportunités d'investissement comme on en a en bourse. Comme vous le savez, quand je vous forme en bourse, je vous donne des opportunités. Je vous dis, on peut mettre l'argent ici, on peut mettre l'argent là. Il ne s'agit pas de former les gens et les laisser comme ça. Donc, on est en train de travailler pour que EDB Immobilier ait aussi son jour de marché, comme je le dis là. Peut-être si c'est une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, une revue des opportunités sur lesquelles il a travaillé et qui sont pertinentes pour un investisseur immobilier. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle de la communauté EDB Immobilier. Au niveau de EDB Bourse, là aussi, vous savez, donc il y a EDB Assistance qui existe, donc qui permet aux gens qui ont été formés sur la bourse de pouvoir avoir des opportunités aussi d'investissement là-bas. Donc, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de former les gens et te laisser comme ça. Donc, si tu es formé en bourse et que tu ne sais plus dans quoi t'engager parce que en fait, tu te rappelles plus ce que tu as appris, ou bien même, tu te rappelles très bien de la méthodologie, mais tu es lourd, tu n'arrives pas à te donner le temps de faire les recherches, tu peux rejoindre EDB Assistance. EDB Assistance, c'est le service d'études et de recherche de l'école de la bourse sur le marché financier. Donc là-bas, on propose des opportunités et tout ça. Donc, vous rentrez par la formation et vous continuez par l'investissement en tant que tel grâce aux opportunités qu'on suggère de part et d'autre. Donc, en fonction de vos besoins, voici un peu le tableau. Et puis, voilà, on vous attend dans tous ces groupes-là. Donc, merci à tous et à toutes pour votre présence. Je crois qu'on a fait vraiment 2 heures maintenant. Vous pouvez ouvrir les micros pour les au revoir. Merci, coach. Au revoir. Au revoir, coach. Merci. Oh, bonne chose. Merci beaucoup.